pense que pour toutes ces personnes qui se posent des questions, qui se demandent, mais est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je fais? Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est vraiment la réussite. Donc, si vous réussissez, vous êtes un pionnier. Si vous échouez, il y aura tellement de matière à apprendre que dans ce cas-là, vous aurez quand même appris de vos échecs. Et je pense que quelqu'un me disait une fois, en 2013, quand j'ai eu la bourse d'études pour aller étudier en France, je suis venu voir la personne pour dire, écoute monsieur, non, je ne veux plus aller en France, remettez-moi ma bourse d'études en espèces, je vais me faire des affaires, je vais faire des affaires. Le monsieur m'a regardé, il m'a dit, mais jeune homme, on ne regrette que ce qu'on n'a pas fait. Et aujourd'hui, je ne sais même pas quand je le vois, je suis tellement reconnaissant parce que ma vie n'aurait pas été pareille si je n'avais pas saisi cette opportunité-là. Donc, je suis Elodie, freelance et formatrice dans la tech. En 2017, à la fin de mes études, je rêve de m'installer en Afrique. 7 ans plus tard, je concrétise ce projet en famille et on choisit la Côte d'Ivoire. C'est officiel, nous sommes désormais RIPAT, des afro-descendants qui reviennent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Toi aussi, tu en rêves sûrement, mais tu as peur de ne pas trouver d'emploi stable, une éducation de qualité pour tes enfants ou des clients pour te lancer comme entrepreneur ou freelance. Eh bien, désormais, tu as à tes côtés Life of RIPAT, un podcast où tu vas découvrir le portrait de nombreux RIPAT, salariés, entrepreneurs, parents, freelance et j'en passe. Ils vont t'expliquer leur quotidien, leurs sources de revenus, leur style de vie, autant d'informations qui te permettront de passer le pas et venir t'installer là où tout a commencé, en Afrique. C'est parti! Aujourd'hui, j'échange avec Régis Zagbadi. J'ai découvert Régis sur LinkedIn, un réseau social pour professionnels. J'ai pu y découvrir sa ligne éditoriale, notamment ses messages pertinents pour la diaspora en quête d'un retour en Afrique, qui en disait long sur sa bienveillance et maîtrise du sujet. J'ai aussi récemment appris le lancement de sa nouvelle activité entrepreneuriale. J'ai donc forcément souhaité la voir au micro de Life of RIPAT. Mais que faisait-il avant? Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir en Afrique? De quoi vit-il aujourd'hui et comment se sent-il? Il va tout nous dire. Bonjour Régis et merci d'avoir accepté ce moment de qualité en ma compagnie pour expliquer ton parcours dans Life of RIPAT. Bonjour Elodie, c'est moi qui te remercie et c'est véritablement un plaisir d'être là et puis d'échanger. Eh bien, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux nous dire où tu es né et où tu as grandi, s'il te plaît? Donc, je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Tibissou. Je suis né là-bas. J'ai grandi à Tibissou. Donc, il faut dire que j'ai fait une partie de mon enfance donc, à Tibissou, qui est une sous-préfecture, et puis une autre partie dans le village de ma mère, mon village maternel, qui est à 15 km de Tibissou. Et puis après, j'ai fait une bonne partie de mon enfance, donc l'école primaire, après l'université à Abidjan. Donc, au niveau d'Abidjan, j'ai fait quasiment une bonne partie des quartiers de la commune de Yopougon et puis une autre partie sur Cocody. Mon enfance, je l'ai faite en Côte d'Ivoire essentiellement. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'y ai grandi. J'ai beaucoup voyagé en raison de l'école, en raison de l'université. Donc, j'ai fait l'école primaire à Yopougon. Je suis retourné dans le village de ma mère pour faire la classe de CM1, CM2. Et quand j'ai eu l'entrée en sixième, je suis revenu à Tibissou, donc là où je suis né, pour faire le collège. Donc, j'ai fait les 4 années de collège. Et puis après, j'ai été orienté à Yamoussoukro, au lycée Miss de Yamoussoukro, où j'ai fait le secondaire. Et puis après, à l'obtention de mon baccalauréat, je suis revenu encore à Abidjan. Et puis à Abidjan, j'étais à Yopougon. Moi, j'étais à Yopougon avec ma mère. On a déménagé un peu dans plusieurs quartiers de Yopougon. Et puis je me suis retrouvé vers la fin de mon cycle universitaire à Abidjan. Et une année à Bingerville. Donc j'ai fait une année à Bingerville et une autre année en fait à Cocody chez mon grand frère puisque c'était proche de la fac. Voilà, donc j'ai tourné comme ça, Tébissou, Yopougon, voilà, Cocody, Bingerville. Donc, par la suite, tu nous parlais du secondaire. Quelle étude as-tu fait? C'était quoi un peu ton parcours académique? J'ai fait essentiellement des études littéraires. Donc, j'ai fait donc l'école primaire comme tout le monde, j'ai fait le collège comme tout le monde. Et puis, à partir de la seconde, je suis allé
en seconde A, donc seconde littéraire, et j'ai fait un bac A2, donc un bac littérature avec pour langue vivante espagnol et anglais. Après le lycée, je suis allé à l'université où j'ai fait des études de droit. Donc j'ai fait du droit privé, du droit des entreprises. J'ai aussi par la suite fait de la sécurité financière et de la conformité. Et puis j'ai fait après de la protection des données à caractère personnel. Voilà. Donc, sans entrer dans les détails pour l'instant, c'est vraiment ça. C'est purement des études littéraires que j'ai eu à faire. Alors c'est intéressant parce que littéraire, tu avais une fibre particulière pour, tout ce qui était, je sais pas, lecture, écriture? C'est vraiment une fibre. Moi, je viens d'une famille où, bon, mon père, paix à son âme, il était professeur de lycée, professeur de lettres et de langue, donc il enseignait le français et l'allemand. Ma mère est enseignante, elle a fait aussi une série littéraire. Et donc, très tôt au collège, j'ai su que les mathématiques, les physiques, la chimie, c'était pas vraiment mon domaine de prédilection. Voilà. Je faisais ces matières-là parce que ça permettait d'avoir de la moyenne, mais là où je me sentais, c'était vraiment dans les lettres. Donc, en français, j'avais vraiment une appétence pour le français, l'histoire, géographie, les langues. D'ailleurs, même quand j'ai eu mon bac, en fait, je partais m'inscrire en espagnol parce que c'était une langue que j'appréciais. C'est quelque chose que j'ai senti dès le début, cette appétence, ce goût pour la littérature, pour les lettres. Et tes parents, donc ils sont ivoiriens, c'est ça les 2 parents? Et mon père, il est bété, donc il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à son décès, donc il est ivoirien. Et ma mère également, elle est ivoirienne. Donc en Côte d'Ivoire, mon père est bété et ma mère est baoulé. Donc j'ai un petit mélange un peu qui sort de l'ordinaire, mais voilà, mes deux parents sont ivoiriens. D'accord, et pourquoi ça sort de l'ordinaire? Je connais pas encore bien les ethnies ici en Côte d'Ivoire, mais je vais découvrir, hein, mais pourquoi ça sort de l'ordinaire? Pour la petite histoire, c'est que les BT sont au centre-ouest, les Baoulés sont au centre. Et puis, historiquement, le premier président de la Côte d'Ivoire, il était Baoulé, et son premier opposant, véritable opposant, il était BT. Donc, il y a eu une petite rivalité en termes politiques, mais c'est une rivalité, en fait, plutôt dans le style de se chambrer, en fait. Voilà. Que deux personnes de cette ethnie se croisent, c'est un peu drôle. Donc ça devait donner des discussions un peu animées, à la maison. C'est ça. Souvent, en fait, quand je me présente, non, ma mère est baoulée, mon père est bété, les gens se mettent aussi à rigoler et puis ils sont étonnés, en fait, de ce rapprochement. C'est intéressant parce qu'on a une génération qui est vraiment le fruit de ce métissage, hein. Voilà, il y en a qui sont xénophobes et dont les parents viennent du Sud et vice-versa. Donc, je pense que c'est vraiment à l'avantage de notre génération. Oui, peut-être qu'avant, les couples se formaient dans la même ethnie. C'est ça, c'est ça. Majoritairement dans la même ethnie, dans la même zone géographique. Après une certaine génération, ça a commencé à se démocratiser en griffe. Donc, il y a eu plus de métissage, plus de mélange. Moi, de mon côté, c'est vrai que mes parents, ils sont donc, les 2 Camerounais et ils sont tous les 2, Bamileke, mais ils viennent vraiment de 2 villes, dans la même région, donc c'est la région d'Houndé. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir 2 personnes qui viennent, de villes voisines, comme ça, c'est peu commun. En fait, j'en connais pas beaucoup. Bah, par exemple, mon mari, il est béninois. Bon, je l'ai rencontré en France, mais c'est vrai que je me dis qu'avoir des personnes qui sont mariées et qui viennent de 2 villes voisines ou même de la même ville, ou de 2 quartiers voisins, c'est rare aujourd'hui. Je pense que c'est plus forcément, la norme. C'est de plus en plus rare parce qu'il y a tellement de déplacements qui sont liés au parcours de vie. Donc, tu peux commencer dans une ville et puis après, tu te retrouves dans une autre. Donc, tu rencontres d'autres personnes, d'autres origines et puis le mélange se fait plus facilement. Mais c'est intéressant de le savoir. Merci pour le partage et tu as commencé donc ton parcours académique, donc tu l'as dit, en tout cas le secondaire à Yamoussoukro et donc tu as fini, en France et du coup donc quelles étaient tes expériences professionnelles, en France, les premières expériences que tu as eues? Pour revenir en fait juste sur le parcours, je fais le bac en classe de première, donc je le fais un an avant. J'ai pas pu faire de classe de terminale. J'ai passé le bac en première et je l'ai eu. Donc je rentre à l'université et je fais donc une bonne partie en Côte d'Ivoire, à l'université de Cocody et puis à l'Institut universitaire d'Abidjan. Et après, je pars en France parce que à l'origine, je veux faire un doctorat et être enseignant. Donc je suis à Brest. Après Brest, je suis à Strasbourg. Après Strasbourg, je suis en Strasbourg et Paris, entre l'Île-de-France et Strasbourg, et puis après, je m'installe définitivement en Île-de-France. Quand j'arrive, comme tout étudiant étranger,
Premièrement, c'est d'abord d'avoir un job étudiant. Donc, je fais d'abord des jobs étudiants, mais sauf que sur un CV, tu peux pas le mettre. Pour certaines expériences, tu peux les mettre. Donc, j'ai fait 2 ans de job étudiant et je travaillais essentiellement sur des croisières, des bateaux de croisière. C'était intéressant. Et puis après, en vacances, je faisais beaucoup de récolte de tomates. Je travaillais dans les serres aussi dans les environs de Brest. À partir de mon premier master, master 2 à l'époque, je m'oriente vers la conformité. Donc, je fais un master à Strasbourg en alternance et c'est comme ça que j'entre chez BNP Paribas IFS, International Financial Services. Et puis, de fil en aiguille, je continue dans la conformité. Je suis chez Crédit Mutuel Arkea, banquier entreprise. Je travaille sur des sujets de recommandation, de formation, d'interaction avec les centres d'affaires auprès des équipes opérationnelles pour valider et clôturer des recommandations d'audit interne et de contrôle interne. Je travaille aussi sur des procédures d'ouverture de compte, de KYC. Puis, je reviens encore chez BNP Paribas, où je passe environ 2 ans à travailler sur des KYC, des due diligence pour des entreprises du CAC 40 et puis de gros groupes français. Et donc, c'est en 2021 que je décide en fait de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, le parcours professionnel en France, il se passe essentiellement en Île-de-France, bon, disons à Paris. Je commence chez BNP, après Crédit Mutuel, et puis après, je reviens chez BNP, et finalement, je me retrouve en Côte d'Ivoire. L'ensemble des expériences, elles ont duré combien de temps? Les jobs étudiants, je les faisais quand j'étais à Brest, donc ça a duré 2 ans. J'ai arrêté quand j'ai commencé à travailler en griffe, hein, comme on dit, dans un bureau, parce que je je n'aurais pas pu alterner. Ce que je faisais, c'est que quand je suis arrivé en France, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est aujourd'hui docteur, je sais pas, à Poitiers ou dans une autre ville, mais qui m'a dit que le conseil qu'il pourrait me donner, c'était de travailler uniquement les vacances, de travailler en été. Comme j'avais la chance d'avoir une bourse d'excellence, puisque l'université où j'étais m'avait octroyé une bourse. Je vivais en fait de cette bourse-là, je la répartissais. Et puis dès juin, juillet, août, je mettais le paquet, je travaillais et je me faisais en fait de l'épargne pour le reste de l'année. Donc j'ai travaillé 2 ans. Les expériences que tu as eues après à BNP et Arkea, finalement, elles ont duré combien de temps avant ton départ, ton retour? Plus de 3 ans, 3 ans et demi. C'était intéressant parce que tu nous parlais d'une bourse d'excellence. Alors, on n'est pas revenu dessus, mais si j'ai bien compris, en fait, tu as sauté une classe, c'est-à-dire que tu as passé ton bac dès la première, tu n'as pas fait la terminale. C'est ça, c'est ça. J'ai pas fait de terminale. Et la bourse, c'est après. Parce que entre l'obtention du bac et puis au moment où j'ai eu, il s'est passé beaucoup d'années, une dizaine d'années pour être sincère. Parce que je me suis retrouvé à l'université de Cocody. C'était très compliqué. J'ai connu mes premiers échecs universitaires, scolaires, après le bac. Au point où je me suis dit, est-ce que le droit était fait pour moi? Je me retrouvais à reprendre les années. Donc, je passais en session de rattrapage. Après, je me suis même retrouvé dans un système, je ne sais pas si ça existe encore à Cocody, mais c'était lorsque tu ne valides pas une matière pendant 4 sessions, parce que tu peux faire une année 2 fois, et tu as la possibilité en fait d'être à cheval entre la première et la deuxième année. Mais lorsque dans le même cycle, tu n'arrives pas à valider, tu te retrouves dans un cycle qu'on appelait le FIP, donc la formation interne professionnelle, en tout cas le FIP, et qui était majoritairement composé de professionnels. Donc, il y a des gens qui allaient à l'université les soirs parce qu'ils travaillaient à côté. Et donc, moi, je me suis retrouvé pour, je crois que c'était la matière, l'UV de l'unité de valeur de droit civil ou un truc comme ça. Je m'étais retrouvé en FIP et en DUG. Donc, j'étais en deuxième année. J'avais validé toutes mes matières, toutes mes unités de valeur, mais je ne pouvais pas aller en licence parce qu'il me restait une matière, un crédit à valider en première année. Donc, c'était vraiment très, très compliqué ces premières années universitaires. 2005 jusqu'à 2010, il y a la crise post-électorale, les universités sont fermées. En ce moment-là, moi, je reprends, je suis en train de faire ma deuxième licence. Donc, je redouble en fait ma licence. Donc, l'université est fermée, on se retrouve à la maison. Et ma mère me dit qu'elle a un peu d'argent de côté. Si je trouve une université, elle peut m'inscrire. Donc, c'est comme ça que je démarche. Mais après, je me retrouve en fait à l'Institut universitaire d'Abidjan. Et c'est là-bas que je reprends encore en licence. Donc, je refais la licence, ensuite la maîtrise, enfin, le Master 1. Et puis, à l'année du Master 1, on participe à un concours
un concours universitaire qui est le concours international Génie en Herbe OADA. Et donc, on est champion de Côte d'Ivoire et on va représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. Malheureusement, quand on revient de la finale au Burkina Faso, on n'est pas premier, on est deuxième. Mais dans notre équipe, on finit avec le prix du meilleur plaideur et tout ça. Et quand on revient, le président de l'université nous reçoit et nous demande en fait qu'est-ce qu'on veut comme récompense. Moi qui depuis toujours voulais enseigner, voulais faire un doctorat, je me dis bon, puisque entre-temps j'avais des expériences un peu professionnelles, je faisais des collaborations, des stages par-ci en cabinet d'avocat. Donc je voyais que les juristes que je rencontrais, ils avaient soit fait le CAPA où il revenait, en plus du CAPA, il revenait de l'étranger. Donc je me suis dit, écoute, quitte à faire ça, moi je veux aller étudier en France. Donc c'est comme ça que le président de l'université nous a octroyé trois bourses aux trois étudiants que nous sommes, à Junior Brou, Belkis Mao et puis moi-même. Mais là encore, la première année, je n'arrive pas à obtenir en fait une acceptation d'université française. Donc la démarche, tu la connais un peu, il faut passer par Campus France, trouver une université qui va t'accepter avant de partir au consulat. Donc la première année, j'étais focus en fait sur la fiscalité parce que j'étais en cabinet d'avocat et j'étais dans le pôle fiscalité, c'est ce que je voulais faire. Mais bon, c'est un rêve qui n'a pas duré longtemps. Et c'est comme ça que la deuxième année, je me dis, bon, je vais revenir à mes premiers amours, faire du droit pur. Et puis, je suis accepté par l'université de Brest et j'arrive en France. Donc, la bourse, quand on la convertissait sur 2 ans, c'était une bourse de 5 000 euros l'année. Ça nous faisait environ 310 euros par mois. La deuxième année de la bourse était conditionnée au résultat de la première année. Donc, tu arrives en France, si tu n'es pas admis, tu perds ta bourse. Tu as tout intérêt à être admis pour garder ta bourse. Mais sauf que quand tu arrives en première année en France, le changement est tellement brusque que très souvent, tu vas en session de rattrapage. Donc, moi, je me suis retrouvé en session de rattrapage à dire, mais écoute, je ne peux pas ne pas avoir la bourse la deuxième année, sinon c'est compliqué. Donc, j'étais avec des amis, on a bûché, on a bûché, on a bûché. Et puis, Dieu merci, on est passé en deuxième année. Donc, c'est vraiment cette bourse. C'est comme ça que j'ai pu avoir la bourse. Et c'est comme ça que mes 2 années universitaires à Brest ont pu se faire. Donc, si je comprends bien, en fait, tes premières années universitaires, déjà, à Abidjan, étaient compliquées. Donc, tu as eu à repasser plusieurs fois des sessions. Donc, tu as dû passer peut-être l'équivalent de 3 4 ans en licence, c'est ça? En tenant compte des problèmes électoraux, etc. Tu as montré tes compétences donc dans l'Institut à Abidjan. Et même une fois que tu as réussi les concours, que tu as obtenu la bourse, tu as eu une difficulté parce que tu n'as pas été admis directement dans l'université française. Donc, tu as dû attendre de repasser une deuxième fois. Tu as été persévérant, mais c'était un parcours qui n'était pas évident. C'était pas évident parce que la première année, on est en 2013-2014, donc mes deux autres amis, eux, ils arrivent à partir la première année, puisqu'ils étaient dans un système différent, mais moi, je n'ai pas d'acceptation, donc il faut attendre une année après. Ça a vraiment été ça. Donc, il y a eu les 5 années à l'université de Cocody, puis quand j'arrive en France après, il faut partir en session de rattrapage. Et même là, ça ne s'arrête pas là. C'est quand finalement, je suis en master 2 à Brest et que, comme je te l'ai dit, moi, je veux être docteur, donc je veux enseigner. Bon, pour moi, à l'époque, vraiment, la voie idéale pour enseigner, c'était d'avoir un doctorat. Et donc, il faut passer en recherche. Donc, moi, je choisis l'option recherche. Je finis le master 2 en droit privé fondamental. Je suis à Brest. À la soutenance, ça ne se passe pas très bien. Finalement, le jury me donne la note de 10 avec pour interdiction de publier mon mémoire et même de les mentionner là-dessus. Donc, je ne peux pas aller en thèse avec cette note de 10 là. Donc, il faut trouver une autre solution. Et heureusement, j'avais déjà eu cette inspiration de me rabattre sur la conformité parce que depuis mes classes, mes premières années à l'université, j'ai toujours aimé le droit pénal. Donc, le droit pénal dans toutes ses ramifications, dans toutes ses variantes. Tant que ça touche au droit pénal, je sentais vraiment une facilité de compréhension et puis une facilité à avoir de bonnes notes. Donc, et puis, j'avais appris que l'Université de Strasbourg avait un bon master, l'un des meilleurs en conformité. Et à l'époque, pendant l'année universitaire à Brest, il y avait eu un séminaire. Le colloque s'appelait La route de la drogue. Et la directrice du master de Strasbourg était venue à Brest. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, si elle est arrivée à Brest, ça veut dire que c'est vers Strasbourg et vers la conformité que je dois me retrouver. Et donc, j'avais postulé, j'avais candidaté et j'avais été admis. J'avais été sur la liste principale.
Et donc, au moment où je vais à la soutenance et qu'on me dit, bon, écoute, vous n'avez pas fait les choses comme il se doit, le directeur de mémoire n'était pas très content de moi, bon, pour des choses qui, pour moi, n'étaient pas de l'ordre du professionnel, de l'académique. C'est là que je me dis, bon, écoute, je ne peux pas faire la thèse parce que j'ai une note 10 sur 20. Vaut mieux que je me concentre sur mon master en conformité en sécurité financière. Les premières années, mon parcours universitaire, il n'a pas été linéaire, il n'a pas été vraiment très, très facile. Il y a une différence, même il y a un gros gap entre le parcours au collège, le parcours au primaire, à l'école primaire et puis à l'université. Mais de tout ça, j'ai appris en fait à pouvoir être constant, à pouvoir sortir de toutes les difficultés. De sorte qu'aujourd'hui, et ça je le dis sans aucune forme d'arrogance, c'est que je ne peux pas échouer dans une université encore, quel que soit le pays, quel que soit l'environnement. J'ai suffisamment eu de capacités, suffisamment eu de tips pour pouvoir réussir dans n'importe quelle université sur cette terre-là. Je sais, aujourd'hui, quand j'arrive dans une université, je sais quel levier il faut activer. Je sais, au-delà même du fait qu'il y avait des problèmes dans l'académique, mais il y avait aussi un travail à faire en fait sur ma personnalité. J'étais beaucoup réservé, donc j'étais un étudiant, je venais seulement pour étudier. J'ai compris que 90% en fait du succès universitaire se fait en dehors des amphithéâtres et des classes. C'est dans la création du réseau d'amis, du réseau d'étudiants que tu te fais, dans la participation aux activités extra-universitaires, dans les relations avec les professeurs. Il faut faire en sorte que les professeurs puissent retenir ton nom. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle à l'université les délibérations. Donc, quand on fait les délibérations à l'université ou même dans les grandes écoles, la délibération, très souvent, se joue en fait sur l'idée, l'image que le professeur a de toi. Et donc, si tu passes une année universitaire où on ne retient pas ton nom, il n'y a pas de fait marquant, c'est clair que pendant la délibération, on se contente de tes notes. Et si tes notes ne sont pas très bonnes et que tu n'arrives pas, parce que on délibère en ton absence, donc tu ne peux pas te défendre. C'est vraiment ton aura, c'est ton parcours, ce sont tes notes qui vont parler pour toi. Donc, il y a cet aspect extra-universitaire qu'il faut gérer. Donc, voilà, c'est autant de leçons que j'ai tirées. Et puis, aujourd'hui, j'arrive quand même bénévolement à pouvoir encadrer aussi d'autres étudiants. Et je me suis dit, c'est des choses qu'il faut mettre vraiment, faut mettre à disposition de nos frères, de nos sœurs qui sont encore dans des difficultés académiques. Vraiment super. Merci pour ce partage. Effectivement, aujourd'hui, le parcours scolaire, enfin, l'université ou les écoles, ça a un poids encore si important dans l'évolution d'une carrière professionnelle. Mais je me dis même que tu veux même créer des accompagnements formels, tu vois, même payants pour ça. Tu as acquis une expertise. C'est ça, non, mais c'est vraiment, c'est vraiment le mot. Abidjan et en France. C'est vraiment Attends, c'est rare l'expertise. comme expérience. C'est ça le mot. C'est vraiment une expertise. C'est une vraie expertise. Non, mais en fait, je le faisais bénévolement. Quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'étais étudiant en France, donc je partageais un peu. Et puis, j'avais des sollicitations, je faisais informellement. Et à Brest, j'ai accompagné aussi des étudiants qui avaient des difficultés. Mais quand je suis rentré à Abidjan, je l'ai fait encore depuis l'année dernière, en fait, au sein de mon université, de l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. On a créé, en fait, IUA Alumni, donc qui est l'association des diplômés anciens étudiants. Dans ce cadre-là, on aide aussi nos étudiants. Mais c'est clair que dans un coin de ma tête, c'est quelque chose que je partage avec les étudiants et puis je pense que il y a moyen de travailler dessus parce que, comme tu l'as dit, c'est une vraie expertise, c'est une vraie expertise. Voilà. Et donc, c'est depuis cette époque-là que tu as commencé déjà à publier sur LinkedIn des expériences, tes avancées. Oui. J'ai ouvert mon compte de mémoire, je l'ai ouvert en 2016. Et j'avoue qu'au début, comme tout le monde, hein, je venais pour faire cher réseau, hello réseau, cher réseau, bonjour. Et puis, c'était en fait pour trouver une alternance pour entrer. En fait, j'avais eu mon master, j'avais fait les entretiens, j'avais été retenu en liste principale. J'étais prêt à quitter Brest pour aller à Strasbourg, donc quitter l'ouest et aller à l'est. J'avais un peu d'argent de poche. Il fallait trouver une entreprise qui allait me prendre en alternance. Et donc, il y a Dominique Bello, qui est une maman, une dame de mon église, une maman de mon église, qui m'a pris sous ses ailes comme son fils et qui m'encadrait à l'époque, qui m'a dit, va sur LinkedIn. Il y avait un autre réseau aussi, mais bon, un griffe qui est mort, hein, qui était un réseau français. Viadeo, oui. Viadeo, voilà. Va sur Viadeo, mais bon, Viadeo n'a pas fait long feu. J'ai ouvert mon compte, j'ai créé mon compte, j'ai publié. J'ai été étonné, en fait, par la célérité des réponses, hein. J'ai eu plein de RH. Ce qui a pu se concrétiser, c'était BNP Paribas. Parce qu'il y avait plein de RH qui venaient
j'ai fait des entretiens, il y en a qui n'ont pas été très sérieux, il y en a qui ont été sérieux, mais finalement ont trouvé un autre profil meilleur au mien. Et puis BNP, ça a vraiment accroché. Ils ont trouvé que j'avais le profil qui leur correspondait. Comme je n'en avais pas, je pensais ne pas avoir de choses à dire dans mon domaine de compétences. Je me disais, mais la compétence que j'ai, l'expérience que j'ai, c'est vraiment les études à l'étranger, la vie à l'étranger. Parce que moi, contrairement à d'autres, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'étais adulte et puis je suis reparti en France. Je suis allé en France plutôt pour mes études. Donc j'avais vraiment cette vision-là globale. Donc je publiais, je faisais des posts d'exhortation, d'encouragement, je parlais un peu. Et la plupart de mes relations sur LinkedIn viennent en fait de ces publications-là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à partager. J'ai partagé les galères au niveau des préfectures, des sous-préfectures. J'ai fait une, deux, trois posts. Voilà, ça avait bon du rush, ça donnait vraiment beaucoup de likes et beaucoup de trucs. Je ne voulais pas rester là-dedans parce que je voulais en même temps aussi parler des difficultés, mais aussi montrer de l'espoir parce que ce n'est pas que noir en fait. Il y a à côté de nous d'autres étudiants qui réussissent tellement. Et puis, de fil en aiguille, c'est donc, quand j'arrive en Île-de-France, 2017, par là, en 2018, 2019, j'ai des amis avec qui j'étais en Côte d'Ivoire qui sont aussi en Île-de-France, on se retrouve et puis on crée une association. À l'époque, c'est vraiment un club de Maracana, un club de foot. Donc, on joue au five de diverses nationalités, mais le point commun, c'est qu'on a été à Abidjan à un moment donné. Donc, on a des Béninois, des Togolais et tout ça, des Ivoiriens. Et puis, autour de ce club de foot, on parle aussi de nos expériences. Donc, on s'entraide déjà pour ceux qui ont des difficultés au niveau de la préfecture, ceux qui ont des difficultés d'insertion professionnelle. Voilà. Ça a été fait vraiment de manière informelle. Mais derrière, je continue encore à challenger, à accompagner des étudiants et à leur dire que c'est possible, en fait, voilà, de pouvoir s'en sortir en France. Et le fameux départ alors, qu'est-ce qui t'a décidé à repartir? C'est une cumulation d'événements. En partant à l'origine, je voulais faire 5 années. Bon, je me suis fixé le nombre d'années 5 parce que je me dis que le temps de reprendre un master, d'entrer en école doctorale, voilà, au minimum, j'ai 5 années à rédiger ma thèse soutenue et puis je reviens à Abidjan pour être docteur chargé de travaux dirigés dans une université. Et puis bon, elle est belle la vie. Ça se passe pas comme ça. Je me retrouve à faire de la conformité et puis je prends goût. Donc, je commence à prendre vraiment beaucoup de goût en conformité. Ça me parle, ça me parle. Je commence avec BNP Paribas. Mais dès que je commence à vraiment travailler en conformité, il y a vraiment cette envie de revenir au pays qui s'installe. C'est-à-dire que je suis dans de beaux bureaux, j'ai des collègues merveilleux, mais au fond de moi, il y a vraiment quelque chose. Je sens qu'il y a un vide. Voilà. Je sens que je ne suis pas à ma place. Pourtant, je travaille sur des bons dossiers. Je sais que ma dernière expérience chez BNP, j'avais vraiment un portefeuille intéressant. Je faisais des due diligence pour des gros groupes du CAC 40. C'était vraiment intéressant. Et les chargés d'affaires avec qui j'interagissais étaient vraiment très sympathiques. De ce que j'ai pu comprendre, je travaillais bien, j'étais performant, mais il y avait un truc qui manquait. Il y avait ce vide-là, j'avais comme l'impression que je n'étais pas au bon endroit, je n'étais pas là et que je devais en fait rentrer. Donc, je réfléchis à des solutions. La première solution, c'est que je me dis, bon, dans un premier temps, je ne vais pas m'enliser dans des CDI. Donc, quand je postule, je me dis, écoute, je prends un CDD, je vais sur le long terme. Après, à un moment donné, je me dis, bon, écoute, voilà, je vais prendre un CDI. Mais derrière, je n'ai pas vraiment cette envie. Donc, je me dis, bon, vaut mieux faire simple. Je reste sur des CDD. Si des CDI viennent et que je sens le truc, je vais le faire. Mais il faut que j'ai la possibilité de partir. Donc, je commence à réfléchir. À un moment donné, je veux me lancer dans l'immobilier en France parce que c'est ce qui me passionne. Donc, à l'époque 2015-2016, toutes les vidéos YouTube, il y en a qui sont devenus de grands investisseurs maintenant, mais j'ai parcouru toutes les vidéos. Il y avait des vidéos de Français, donc de Français à la peau blanche, mais je voulais des gens qui physiquement me représentaient. Donc, je regardais les vidéos d'investisseurs français de peau noire. Donc, j'ai eu Philippe Simo, il y a même dont j'ai oublié les noms. Souvent, quand je les revois sur LinkedIn, je me dis, mais waouh, ça fait un parcours, quoi. Donc, j'ai lu toutes ces vidéos et chaque fois, il y avait ce blocage. Donc, pour investir dans l'immobilier, il fallait avoir des titres de séjour d'une certaine durée. Et puis, pour ne pas rester là à rêver, à ne rien faire, bon, je continue encore de travailler en conformité.
jusqu'à ce que, en 2019, j'ai vraiment ce désir de créer une start-up pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je trouve mon cofondateur, on fait nos trucs. Moi, je suis dans les 78. Lui, il est dans, je crois, dans le 84, le 92. Hein, ouais, il est à Nanterre ville. Donc, on se retrouve, on travaille sur les MVP. Voilà, on va faire une start-up dans l'immobilier, dans le financement participatif de l'immobilier. On approche d'autres fondateurs français qui sont vraiment très, très partants parce qu'ils sont même prêts à mettre à notre disposition leurs solutions. Ils nous partagent en fait des drafts de business plan. Et puis, on est dessus, on travaille, on travaille, on travaille. Ça ne se fait pas parce qu'il y a il y a la COVID-19 qui, entre-temps, arrive. Autre raison, c'est que moi, je travaillais sur l'aspect réglementation et je n'avais pas trouvé le bon combo réglementaire pour implémenter cette activité dans la zone UEMOA. Voilà, parce que c'était vraiment du financement de l'immobilier, du crowdfunding immobilier pour permettre à des promoteurs de pouvoir investir et puis permettre aussi à des particuliers de pouvoir se faire de l'épargne un peu dans l'immobilier. Donc, je n'avais pas vraiment quelle structure, tout ça. Donc, on tente de réfléchir là-dessus. Et quand il y a le corona. Et en ce moment-là, je me dis, bon, encore, je vais encore me taper encore des années encore en France parce que ce qui me passionne en France, c'est pas du tout de me lever le matin aller travailler. C'est vraiment de faire des choses qui me passionnent et je pense que c'est vraiment de visiter la France. J'ai plus cette envie de m'asseoir dans un bureau. En même temps, je me rends compte que je n'ai pas suffisamment la reconnaissance que je dois avoir parce que quand je travaille, on me dit, bon, tu travailles bien, tu es respectueux, tu appliques, tu es bosseur, et régulièrement, il y avait ce mais. Je voulais plus que quelqu'un décide en fait de mon avenir, quoi. Surtout mon avenir professionnel. Je voulais pas être à la merci d'une RH ou d'un RH. Et je me dis, bon, écoute, quitte à le faire, il faut que je trace mon sillon. Et j'étais vraiment dans ces réflexions-là, quand il y a le corona, on fait les confinements et tout ça. Et puis, les choses commencent à être plus sérieuses avec ma chérie. Donc, à l'époque, ma chérie que je dis mon épouse. On se met ensemble, on habite ensemble. On a une grossesse. On se dit, bon, là, c'est plus vraiment de l'amusement, c'est vraiment de très, très sérieux. On aménage, on change de ville. Moi, j'étais dans mon studio, elle était dans son studio. On habite ensemble, on prépare l'arrivée de notre enfant. Entre-temps, on se dit, écoute, on est fait pour vivre ensemble, donc on va se marier. On se marie au niveau de mon travail, donc il m'avait promis en griffe que j'allais pouvoir continuer encore cette fois-ci, mais ça ne se fait pas. Bon, il y a toujours ce mais, il y a toujours ce mais. Et puis, on est là, on se marie en janvier 2021. En février, on est à Lille, en fait, pour un week-end entre amoureux. Et il se trouve qu'on on perd notre grossesse. On perd notre grossesse, on fait une fausse couche. Et moi, quand je reviens de Lille, quand je retourne à Paris, on habitait à Villeneuve, Saint-Georges. Quand on revient à Paris, je me dis non, il faut que les choses changent. Je ne peux pas continuer en fait à subir à la fois mon parcours professionnel et puis me retrouver là en fait à ne pas kiffer ce que je fais. Donc, de deux choses l'une. Je reste en France, je me lance à mon compte et puis je vis vraiment pleinement mes aventures. Donc, je ne cherche plus de boulot. Mon aventure avec BNP s'arrête en février. Je crée une auto-entreprise. Je suis prêt à la base en fait à faire du conseil, faire de la stratégie, travailler sur plein de choses, mais travailler à mon compte. Et puis, donc, j'observe, j'ai des sollicitations, je fais un ou deux entretiens, mais je sais que c'est les mêmes choses. En fait, c'est voilà, juste aller travailler dans un bureau à la Défense ou à Nanterre ou à Rueil-Malmaison, mais ça ne me passionne plus. Franchement, le goût, je me dis, voici de quoi ai-je besoin. Donc, je fais la liste vraiment des choses dont j'ai besoin en termes professionnels. Et la première chose qui ressort, c'est vraiment la reconnaissance. C'est vraiment la reconnaissance. J'avais besoin vraiment d'être reconnu à ma juste valeur dans ce que je faisais. Voilà, qu'importe le salaire, mais j'avais besoin d'être reconnu. Et donc, quand on paie notre enfant, on est là, on discute, on discute. Ma chérie et moi, on se rend compte que ce qui va nous aider, en fait, à sortir de ce deuil périnatal, c'est de changer d'air. Donc, on se dit, bon, on va voyager. Et c'est en ce moment-là que, en me baladant sur Facebook, je découvre que Jamo, qui a été plus tard mon employeur, vient d'entrer chez Y Combinator, vient d'être backé par Y Combinator. Et c'est comme ça que je contacte l'un des cofondateurs sur LinkedIn pour dire, écoute, je sais que vous venez d'être backé par Y Combinator, c'est très intéressant. Et puis bon,
je me retrouve à Abidjan. Voilà. C'était très intéressant et touchant, forcément. Je vais essayer de revenir sur un point juste administratif par rapport à ton souhait. Donc, tu savais quand tu es parti d'Abidjan que tu voulais revenir au bout de 5 ans. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir une carte de séjour ou de te faire naturaliser, c'est un critère? Je sais que c'est important pour certaines personnes qui sont nées au pays, qui viennent et qui repartent, que c'est une condition de retour. Donc, est-ce que c'était une condition pour toi? Non, non. La condition de retour, pour être sincère avec toi, j'avais un bloc-notes dans lequel j'avais écrit je dois retourner à Abidjan avec 75 000 euros. Je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu ce chiffre-là, 75 000 euros. Je voulais avoir 75 000 euros d'économie. Franchement, jusqu'à présent, quand je lis mes notes, je dis, mais Régis, mais tu es peut-être dans autre chose, quoi. Je ne sais pas. Et j'avais noté, je rentre à Abidjan, j'ai 75 000 euros d'économie. Quand je convertis en francs CFA, ça me fait un tel montant. Et puis, l'autre condition, c'était pas d'être naturalisé ou d'avoir, mais c'était vraiment d'avoir un titre de séjour plus long. Donc, c'était soit, il y avait à l'époque, je crois, il y avait un titre de séjour de 5 ans ou de 10, mais c'était vraiment au moins 10 ans, maximum 10 ans, pour pouvoir investir. Parce que j'étais vraiment focus sur l'investissement immobilier. Je voulais, à l'époque, ce que j'écoutais sur YouTube, c'était des rentiers immobiliers, donc ils vivaient de rente immobilière. Et donc, c'était ça que je voulais pour moi pouvoir louer des parkings, des garages, je sais pas quoi, mais des biens immobiliers. Et très souvent, les agences, les banquiers que je rencontrais, ils me parlaient en fait de cette validité du titre de séjour. Donc c'était ça, avoir 10 ans, mais à défaut d'avoir les 10 ans, avoir au moins mes 75 000 euros, et puis je rentre. Mais voilà, c'était ça, ces deux conditions. Je me suis rendu compte que la validité du titre des séjours était aussi important. Parce que quand vous avez des titres de séjour étudiants, il y a pas, vous ne pouvez pas faire grande chose en fait. Et quand tu es parti, est-ce que tu avais rempli ces conditions-là ou tu les as pas remplies, auquel cas c'est pas grave, il faut que j'avance? Quel était ton schéma de pensée? En fait, pour moi, c'est important de le comprendre parce que je suis convaincue et je le sais, il y a des personnes aujourd'hui qui veulent rentrer, qui ont des critères de retour. Tant qu'elles les ont pas atteints, elles partent, enfin, il n'est pas envisageable de partir. Et le temps passe. Donc, c'est pour savoir, toi, quelle était ta réflexion? Pour être cash, je ne les ai pas remplis. Je ne les ai pas remplis avant de partir. Donc en 2021, le 21 mars 2021, quand je retourne à Abidjan, quand je rentre à Abidjan, j'ai pas 75 000 euros sur mon compte. J'ai peut-être 10 ou 12 000 euros. Donc on est très très loin. Et j'ai juste un titre de séjour qui me permet de travailler en France de je crois, 2 ans. Je les ai pas. Voilà. C'est plus tard quand je serai à Abidjan que je vais en fait poursuivre les démarches que j'avais initiées au niveau administratif et tout ça. Donc, tous ces, en fait, ces schémas que j'avais, en fait, qui étaient pour moi des blocages, parce que en 2019, j'aurais pu venir, je me disais, bon, il faut vraiment que j'ai ça, parce que quand je vais venir, il faut que je puisse faire ceci, faire cela. Je les avais au moment où je viens. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'est vraiment des schémas de pensée qui me fragilisaient, qui n'étaient pas vraiment proches de la réalité. Et voilà, donc je les avais pas. Je les avais pas. D'accord. L'envie de partir était plus forte. Très, très, très forte. L'envie de partir était très, très forte. Et je sentais que c'était le bon moment. Et ta conjointe, elle est française, elle est de quelle origine? Ses parents sont d'origine congolaise. Elle est née en France. Elle a grandi en Angleterre. Donc, c'est vraiment tout à l'opposé de moi. Et puis, on s'est rencontrés à Paris. Et donc, arrive, ce drame, familial. Tu sentais qu'il fallait partir, tu avais cette envie d'entreprendre, déjà et tu l'avais déjà fait. C'est quand même assez personnel, mais merci de me l'avoir partagé. Est-ce que cette difficulté, à un moment, t'a fait douter du fait de partir? Je sais pas, par rapport peut-être à des complications, que ce soit médicales et cetera, ou tu t'es dit: «Bah, non, il faut peut-être qu'on reste, le temps de réessayer et d'avoir peut-être un accompagnement médical», ou non, c'était pas du tout, un sujet? Ça m'a plutôt stimulé parce qu'on l'a vécu en fait comme le catapulteur en fait pour aller de l'avant. Parce que quand ça s'est produit, quand le deuil périnatal a eu lieu, on a eu de l'accompagnement psychologique, familial, même spirituel, puisque donc on a vraiment eu cet accompagnement global là, à la fois psychologique. On comprenait que pour moi personnellement et plus à ma chérie aussi, c'est qu'on avait vraiment besoin de sortir du cadre, en fait, de sortir un peu, de voir autre chose, de découvrir autre chose, pouvoir exploiter notre potentiel, parce qu'on ne voulait plus tomber dans les mêmes travers, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, et passer à côté de quelque chose. Parce que quand vous vivez le deuil périnatal dans un hôpital, il y a ce qu'on appelle en fait l'enterrement du nouveau-né. Et donc ça passe déjà par aller
dans ce qu'ils appellent la morgue des bébés anges. Pour nous, ça s'est produit à Lille. Donc, c'était à l'hôpital, je pense que Saint-Vincent-de-Paul. Et le truc, c'est que l'hôpital est très grand. Donc, vous traversez tout un couloir et vous allez au fond. Et donc, quand je franchissais le couloir jusqu'à ce que j'aille en fait à la morgue, que je vois le corps de mon bébé, et je me disais que seulement quelques jours et l'enfant aurait pu survivre en fait. Il aurait pu même il aurait pu vivre seulement, je crois, 7 ou 10 jours. Il aurait été capable de le sauver. Et là, j'ai commencé à méditer, à réfléchir. Je me dis, non, il faut vraiment que je vive la vie pour laquelle je suis cette terre-là. Donc, et si cette vie-là passe par ce que je retourne en Côte d'Ivoire, ou même retourne en Afrique, il faut que je vive cela. Quand on est rentré à Paris, on était vraiment alignés. Voilà. On a commencé à imaginer, à réfléchir. Sur YouTube, on regardait toutes les vidéos des repas, des gens qui étaient rentrés de la France, qui étaient allés au Sénégal, qui étaient venus en Côte d'Ivoire. On ne vivait que de ça. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on met des vidéos, on regarde qu'est-ce qu'ils font, dans quel domaine ils sont. Et puis, on était en train on ne faisait que ça. Donc, ça a plutôt stimulé notre envie de retour. Voilà, ça a plutôt stimulé notre envie de retour. Un soir comme ça, je suis en train de scroller sur Facebook quand je vois, donc c'est déjà un ami Joël Akoum qui a partagé un article de l'un des fondateurs de Jamo où on voit c'est une start-up ivoirienne a été embarquée par Y Combinator. Donc moi je m'intéresse aux start-up, je sais qu'est-ce que Y Combinator représente dans l'écosystème. Donc je me dis mais waouh, ça c'est énorme. Et le réflexe que j'ai puisque en 2019, je voulais créer ma start-up et j'ai connu toutes les difficultés réglementaires, ce flou que j'avais, et puis de par mon expérience aussi dans la conformité, je me dis qu'il aura des sujets de conformité dès le début. Dès le début, et puis pendant la vie de la start-up. Donc, je lui envoie un message sur LinkedIn. Je le félicite d'abord pour ce qu'il fait, lui et son cofondateur. Donc, on parle de Régis et Hassan. C'est ça, c'est Régis que je contacte. Donc, je contacte Régis, je lui écris bonjour Régis, voilà, je viens de voir que vous avez été embarqué par le combinator, c'est vraiment très excellent. Je sais qu'il y aura des sujets à conformité, voilà, je suis disposé à vous aider même bénévolement. Voilà, donc c'est vraiment ce message que je fais. Et lui, il me répond quelques jours, je crois, bon, 1 ou 2 jours après, il me répond pour me dire qu'il n'y a pas de souci d'envoyer mon CV. À l'époque, je n'étais pas vraiment sur ce modèle-là, mais j'envoie mon CV. Et donc, il le transmet. Je me rappelle encore comme c'était hier, en fait, j'ai de l'émotion. Et puis derrière, j'ai un entretien avec Hassan, qui est l'autre cofondateur. Et donc, je fais l'entretien, je suis à Villeneuve-Saint-Georges, on le fait en visio. Et puis, donc, vraiment un entretien sur mon parcours professionnel, sur ce qu'il a besoin de faire. Un deuxième entretien encore avec Régis, j'attends leur retour et puis ils me font un retour. Ce qui se passe, c'est que au moment où moi je fais cette proposition d'aider sur la partie conformité, lutte anti-blanchiment, réglementation, c'est un sujet en fait qu'ils sont en train de vivre. Et donc ça tombe à pic. C'est comme si vraiment les planètes étaient alignées, que les choses ne sont pas faites au hasard. Et puis bon, on discute. Ils me font une proposition de contrat. La seule question que je pose à l'époque, en fait, c'est est-ce que c'est en net ou est-ce que c'est en francs CFA? Parce que j'étais dans une logique où ce n'était pas vraiment l'argent qui m'intéressait. J'étais conscient des difficultés qui allaient arriver en termes de conformité. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de souci. C'est au moins 40 à 50% de moins que je gagnais en France. Je prends mon billet d'avion, je discute avec ma grande sœur pour que je puisse être logé 2 semaines. Et puis, je prends le billet d'avion et puis je rentre à Abidjan. Donc, c'est comme ça que se fait ton retour. C'est comme ça. Les discussions se font dans le courant de février, les discussions LinkedIn, les entretiens, et puis quasiment 40 jours ou 35 jours en mars, je prends le billet d'avion, je viens à Abidjan. Donc, comment c'est, de manière générale, on viendra dans les détails plus administratifs par la suite, mais comment s'est passée ton installation? Parce que je me suis dit que c'était peut-être un peu sportif. C'est beaucoup sportif, beaucoup sportif. Je n'étais pas revenu depuis que j'étais allé en France, mes études, et puis le temps que j'avais travaillé, je devais venir plus tôt, je n'ai pas pu parce qu'il y a eu la Covid-19. Donc, excuse-moi, j'ai été 2 semaines chez ma grande sœur qui a pris soin de moi. Et puis déjà là-bas, j'avais commencé à chercher un appartement. Donc, je suis passé par un de mes petits frères qui m'a beaucoup aidé, à qui je dis merci sur cette partie-là. Donc, je dois commencer le 1er avril. Donc, j'arrive à Abidjan le 22 mars. J'ai quasiment 2 semaines.
faut faire toutes les démarches, trouver un logement, faut aller faire du change parce que tu vis avec des euros, il faut les en francs CFA, plein de petits papiers à faire, des démarches ici, bon, saluer la famille ici, parce que c'est vrai que tu viens pour travailler, mais il y a la famille aussi que tu n'as pas vue longtemps, donc il faut vraiment remplir ces civilités-là. Je me lève le matin, il y a des démarches qu'il faut faire, il faut visiter les appartements que mon petit frère avait présélectionnés au départ, donc une fois que c'est fait, il faut faire les diligences, tout ce qui est raccordement d'électricité, de toutes ces formalités-là, il faut. Donc, c'était vraiment pas de course. Ça a été. J'ai eu 2 semaines très compliquées, 2 semaines vraiment challengeantes. Je vivais ça avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie, parce que je savais que c'était ce qu'il fallait faire, j'étais au bon moment. Effectivement, 2 semaines pour trouver un logement. Nous, ça nous a pris on s'était laissé, un délai d'un mois quand on est arrivé. Parce que toi comme toi, on s'est dit qu'il fallait le faire sur place. Mais du coup, 2 semaines, j'imagine, c'est déjà intense un mois, alors 2 semaines, waouh! Et donc du coup, tu es partie seule alors? Parce que cette opportunité, elle est tombée, mais donc tu es partie sans ta femme? C'est ça. Dans un premier temps, on s'est entendu pour que moi je vienne. Et puis elle, elle allait me rejoindre plus tard, puisque elle n'avait jamais été dans un pays africain, donc toute sa vie c'était en Europe, aux États-Unis. J'ai fait cette partie des démarches du parcours seul. Et elle, à l'époque, elle travaillait aussi? Oh oui, oui, elle travaillait, elle était chargée de formation, éducatrice pédagogique, donc elle travaillait. Et vu on attendait un enfant, et comme c'était une première grossesse, donc elle s'était mise en congé maternité, et puis, mais elle travaillait. Donc au moment où on vient, elle est en fait, là, elle est en congé maternité, puisqu'avec les événements qui s'est passé. Mais elle travaillait, elle travaillait. Voilà. Elle a pu te rejoindre au bout de combien de temps? Un mois, ça a été rapide aussi. Parce que moi, j'avais besoin de ça parce que au quotidien, il y a des choses que je n'allais pas pouvoir gérer. Par exemple, trouver une voiture. Une fois qu'on a la maison, il faut faire l'ameublement. Donc, j'avais besoin vraiment de son aide et de son appui. Donc, elle est arrivée et puis elle m'a aidé vraiment sur cette partie-là. Donc, On va faire un peu un saut dans le temps avant de revenir sur la partie professionnelle. Donc aujourd'hui, je crois que vous avez, des enfants? on a 2 enfants aujourd'hui. Donc, la première, la plus grande, Reina, elle a 2 ans, 6 mois. Et puis, sa petite sœur, qui est la toute dernière, elle a 5 mois. Et dans quel système, éducatif vous les avez mis? La plus grande, elle est dans une crèche garderie. Là, elle est passée maintenant en petite section et c'est un système mixte. En fait, pour la petite histoire, les promoteurs, les fondateurs de cette garderie-là, ils sont aussi des repatres et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font pas d'homologation. Donc, on a à la fois un système où tu as de l'enseignement, local, tu as aussi de l'enseignement, internationaux. Donc, ils font de l'anglais, ils font du français, mais dans un environnement adapté. Ce qui m'a enchanté, c'est vraiment travailler beaucoup sur l'autonomie des enfants. Donc, c'est vraiment un système, je ne saurais pas dire si c'est un système français international, mais c'est un système où les enfants vont à l'école, ils vont à la crèche, ils sont bien surveillés. Ce n'est pas axé sur un modèle type. Donc, c'est un mélange, un mix. Voilà. En termes de place, délai d'inscription, est-ce qu'il y a eu des difficultés? La première année, on a pris en cours, puisque on l'a envoyée à la crèche quand elle est rentrée de France, après, quand elle a commencé à avoir 1 an et tout ça. Donc, on s'est pris en cours, mais c'était vraiment limite. C'était vraiment parce que cette crèche-là, elle a vraiment pignon sur rue, donc c'était un peu limite. Mais par contre, comme on a fait la première année, on est avec eux, donc pour la toute petite section, il n'y a pas eu de souci. On avait déjà des places réservées, et puis voilà. Mais du coup, alors vous avez eu votre première fille avant d'arriver? Il y a eu le drame là, mais vous avez eu un autre enfant? Il y a eu le drame, on est rentré à Abidjan, donc ma chérie m'a rejoint. Et puis, quand on a eu la grossesse de notre première fille, on a passé du temps ici et madame est rentrée en France, en fait, sur la grossesse auprès de ma belle-mère. Donc, on avait une sage-femme qui nous suivait aussi. Donc, elle a accouché, Reina a fait ses premiers mois, elle est revenue, elle est repartie. Et puis, quand elle est revenue, elle avait 1 an et quelques poussières. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée, en fait. Voilà. Pour la première grossesse, pour le premier enfant, on est vraiment, on a voulu faire le suivi auprès de la sage-femme qui connaissait bien ma chérie et tout ça. On n'avait pas encore vraiment trouvé un gynécologue, donc on était vraiment à cheval, on était vraiment à cheval. Mais ça, c'est vrai que c'est bien d'en parler, c'est un sujet, hein, parce que si on a une grossesse, rester ou partir? Si on part, comment ça s'organise avec monsieur?
Est-ce que monsieur nous suit? Est-ce que monsieur reste? Monsieur vient quand? C'est une vraie question parce qu'il faut s'organiser. Si monsieur reste au moment de l'accouchement, comment est-ce qu'il se téléporte pour être dans la salle d'accouchement? Après l'accouchement, est-ce qu'il est là pour faire les premières démarches, faire la déclaration à la mairie, tout ça? Donc c'est vraiment une grosse question. Je pense que c'est souvent les gens n'y pensent pas, mais il faut. Voilà. Est-ce que vous accouchez à Abidjan, vous accouchez là où vous êtes, ou est-ce que vous retournez en France? Si vous retournez en France, est-ce que vous allez à deux? Si monsieur travaille, si madame travaille, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez déjà des enfants, à qui vous confiez ces enfants qui sont déjà là? C'est beaucoup de questions. Ta fille, elle avait 1 an, mais bon, je pense qu'elle était encore peut-être malléable. Est-ce qu'elle a mis du temps à s'adapter quand elle est venue ici, la première? Non, non, elle s'est adaptée rapidement. Elle s'est adaptée rapidement, elle n'a pas vu de différence. Pour te dire, c'est que l'année dernière, on est parti aux États-Unis et comme elle était petite quand elle était en France, elle n'avait jamais vu de blanc. On arrive aux États-Unis, en fait, dans l'avion, elle voit des blancs. Donc, elle a passé tout le temps à les regarder dans l'aéroport, dans l'avion. L'image qu'elle avait, en fait, des êtres humains, c'était des êtres humains noirs. Donc, donc elle s'est adaptée, elle s'est adaptée. Et puis, bon, ce qui est bien aussi avec la garderie, c'est que tu as plusieurs enfants d'histoires différentes. Et puis, tu as aussi des parents repatres. Tu as aussi des parents qui sont ici, d'autres qui viennent d'autres pays. Donc, c'est vraiment ce mélange-là. Ça fait qu'elle s'est adaptée facilement. Effectivement, au début, ça peut être surprenant, j'imagine, mais du coup, l'adaptation s'est faite super. Et la deuxième, bah, elle est née sur place, donc là, il n'y avait pas forcément de sujet. On avait déjà nos matchs, donc elle est née ici. On avait le gynécologue qui nous suivait, qui suivait madame depuis un moment, donc tout s'est fait ici. Ta femme, donc tu nous as expliqué qu'elle avait jamais mis les pieds avant dans un pays africain, mais est-ce qu'elle a mis du temps à s'adapter? Oh, oui, 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 oui. Ah, ça, c'était. Parce que pour elle, ça n'a pas été facile. Parce que, en fait, elle m'a suivi par la foi. Donc, moi, je lui ai dit que j'ai une opportunité. Voilà, elle m'a dit, écoute, ah, chérie, je prie pour toi, je te suis. Après, elle n'avait jamais mis les pieds dans un pays africain. Donc, c'était pas juste la Côte d'Ivoire, mais elle n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Et c'était vraiment compliqué. Comprendre, en fait, nos manières, elle se réajuster les choses en fonction, aller faire le marché, c'était compliqué. Bon, imagine, tu as passé toute ta vie en Europe. Le jour où tu arrives en fait, dans un marché à Abidjan, tu vois le monde. Comment est-ce que les gens peuvent être. Il peut y avoir autant de monde au mètre carré. Ça a vraiment été un choc. Mais elle a été patiente. Elle a été patiente. Et puis, elle a quand même fini par trouver le juste milieu. Et je pense que si on est encore là, c'est parce qu'elle a pu vraiment s'ajuster. Elle a pu aussi ajuster les choses. Et ça m'a été vraiment d'une grande aide. Je continue de lui dire merci parce que c'était pas évident. Je pense que pour moi qui ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller de l'autre côté, je sais que le dépaysement, il est toujours énorme. Et j'imagine pour elle, voilà, tu es né à Paris, tu as vécu à Paris, tu as dû comprendre un peu, c'est pas. Je me rappelle la première fois, j'étais au travail et on cherchait en fait à acheter une voiture et on visitait donc les concessionnaires et elle était avec ma belle-mère, mon petit frère et moi j'étais au travail, donc je devais les rejoindre et on a visité, on a échangé avec les commerciaux et au retour, on a pris un taxi et le taxi devait me descendre en fait au boulot, donc au travail et puis eux ils allaient continuer. Donc à l'époque, je suis en 2021, donc Yango n'était pas très, excuse-moi pour la pub, mais en fait, c'était pas très vulgarisé. On n'a pas pensé à une solution de VTC et donc on a pris des taxis communaux, des taxis orange, voilà. Donc le taxi orange dans lequel on tombe là, c'est vraiment, c'est un chauffard, c'est vraiment le prototype même de l'espèce en voie de disparition. Le mec, c'est un danger public. C'est-à-dire que, pour te résumer l'histoire, c'est le gars qui il grille le feu rouge, il passe au feu rouge, il passe en sens interdit, il a un pneu sur le trottoir, un autre pneu sur la route. Donc, imagine, en fait, tu as ta chérie qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, qui vit ce choc. Tu te dis, mais le gars, il est venu gâter ton mariage, en fait. Tu te dis, mais qui l'a envoyé? Ça. Qui l'a envoyé, ce gars? Qui l'a envoyé? Il dit, mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça tombe sur moi? En France, t'enchaînais un peu les CDD sur cette optique qu'un jour d'entreprendre. Et en fait, t'es venu, mais t'avais donc l'opportunité de Jamo, mais t'avais aucune garantie que ça allait durer dans le temps. Si ça s'arrêtait, il y avait l'entrepreneuriat, donc c'était aussi un autre risque potentiel que tu allais pouvoir prendre. Et donc, je me dis, bah, en fait, vous rentriez, mais sans réelle garantie. Exactement. Finalement, on est rentré sans rien garantie. Pour te mettre dans la confidence, quand je devais rentrer et que j'ai parlé à quelques amis de ce que je venais et tout ça,
Il y en a qui m'ont clairement dit, mais est-ce qu'ils vont pouvoir te payer? C'est vrai que c'est une start-up, il y a ce risque-là aussi de Les longévité. débuter aussi. Voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir te payer? Donc, on est parti comme ça sans aucune garantie. Voilà. Et on s'était dit, bon, écoute, parce on a tout vendu. Donc, moi, je me rappelle, on a vendu même notre télé. La seule chose qu'on a fait venir, c'était nos affaires personnelles. Et puis, on avait un réfrigérateur parce qu'on tenait à notre réfrigérateur. Franchement, on le kiffe. Donc, on est venu. Et puis, notre machine à laver. Sinon, le reste, on a tout vendu. La voiture, le mobilier. Franchement, on a tout vendu. Donc, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Si ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, on a marché par la foi et puis on s'est dit, bon, quitte à y être, il faut y aller. Donc c'est vraiment la foi même pour elle qui lui a permis de te suivre en fait, vraiment. C'est ça. C'est non, c'est la foi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu ou qu'est-ce qu'elle a entendu, Il y mais avait c'est. l'amour Ah ben écoute, véritable. c'est ça. C'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour parce que je me dis, mais est-ce que dans mon cas, est-ce que j'aurais fait le sens inverse? Est-ce que je l'aurais suivi? Mais je pense que c'est vraiment beaucoup d'amour et ça, je lui suis reconnaissant et puis je lui dis encore merci. Elle, du coup, du côté, donc professionnellement, est-ce qu'elle a pu trouver d'activité professionnelle en arrivant? On est arrivé puisque on venait donc de sortir du deuil périnatal et puis bon, on se disait que on allait pouvoir rechercher une autre grossesse. Donc, on est parti sur des activités en fait de e-commerce, en fait de vente en ligne. Elle avait une boutique en ligne de parfums qu'elle a lancée. Puis après, elle a vendu aussi, elle avait des boutiques de chaussures. Donc, elle a vraiment elle, ce segment-là. Et puis, comme elle est enseignante, coach d'anglais aussi, elle a fait pendant des années en France. Elle est partie sur ce segment. Et puis, elle a travaillé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bon, elle lance sa propre structure. D'accord, d'accompagnement en anglais. C'est ça, c'est ça. Et donc là, on va revenir sur toi vraiment. On va prendre le temps d'avancer sur ton parcours à toi professionnel. Donc d'abord, tu arrives en tant que salarié et tu arrives du coup chez Jamo. Quel était ton rôle? Donc, j'arrive chez Diamo. Sur ma fiche de poste, c'est responsable conformité. Donc, c'est ce qui est écrit. Mais dans le contrat, c'est marqué responsable conformité. Sur la fiche de poste, je fais du juridique, je fais de la lutte anti-blanchiment, je fais de la gestion des risques. Et puis, dans la pratique aussi, je me retrouve à faire du contrôle interne, de la protection des données. Donc, pour faire simple, c'était vraiment ça mon rôle. J'ai géré le département conformité, je l'ai mis en place, je l'ai créé, je l'ai structuré, j'ai fait du recrutement. Au sein de Jamo, je me suis retrouvé aussi à faire des entretiens à la place des cofondateurs quand ils n'avaient pas le temps. Donc voilà, c'était vraiment le rôle d'une conformité dans une fintech ou dans une startup. Voilà, en fait, c'est un couteau suisse. Et par rapport à l'intérêt que tu avais nourri pour la conformité depuis la France, là, tu avais vraiment senti, et que maintenant que tu le faisais vraiment en Côte d'Ivoire, là où tu voulais rentrer, est-ce que tu as vraiment senti que ça t'a confirmé que c'était vraiment ce qu'il fallait que tu fasses? Exactement, exactement. Ça, je te réponds oui, parce que ma première année, j'étais en sécurité financière. Donc, c'était vraiment sanction, embargo, personne politiquement exposée, personne sous sanction. Après, j'étais sur du corporate, donc des entreprises. Mais c'était tellement segmenté que tu ne touchais pas à tout. Quand je suis rentré à Jamo, c'est l'avantage en fait des services conformité dans notre région, c'est que c'est vraiment global, donc j'ai touché à tout. Voilà, j'ai fait de la formation, de la réglementation, de la rédaction de procédures, de la sensibilisation. J'ai même fait de la RSE. Donc, voilà. C'était vraiment ce dont j'avais besoin et c'était ce qu'il me fallait vraiment à cette période-là. Et tu as exercé cette fonction durant combien de temps? Au total, j'ai fait 3 ans, 4 mois. Donc, j'ai fait une première année responsable conformité, bon, compliance lead, après risk and compliance manager. Puis on a commencé à ouvrir dans d'autres pays. Donc, 3 ans, 4 mois. Du 1er avril 2021 à la mi-juillet, juillet 2024. Quel était le type de contrat que tu avais? Est-ce que c'était CDI, CDD aussi à nouveau ou Non, c'est CDI. Je me suis dit, si je dois m'investir, vaut mieux prendre un CDI. Si je dois rentrer, même pour moi, je pense que si je prenais un CDD, ça n'allait pas être vraiment très, très intéressant pour avoir plus de garde. Donc, j'ai pris un CDI. J'ai pris un CDI. c'est le premier CDI que tu as accepté en ta vie et c'était en Côte d'Ivoire? C'est ça. C'est le premier CDI que j'ai accepté, pour lequel je me suis dit, ça vaut le coup de le tenter. Oui, même par rapport aux différents risques que vous avez pris avec ta femme,
il y a peut-être besoin d'un minimum de garantie. Exactement. Autant en France, ça importait peu. Le CDI, c'était plus lorsque tu voulais acheter ou tu voulais investir dans l'immobilier. Ici, je me suis dit que si j'ai fait le déplacement, j'ai tout abandonné, il faut un minimum de garantie. Comme tu dis, ça fait 6 ans que tu n'étais pas rentrée à Abidjan. Est-ce que tu as eu besoin de t'adapter culturellement? Tu as peut-être des anecdotes à nous partager sur des choses qui ont été peut-être un peu difficiles à vivre? Oui, oui, il faut. Parce que Abidjan, ça évolue tellement vite. La Côte d'Ivoire, même l'Afrique hein, en général. Quand tu passes 2 ans en dehors de l'Afrique, tu viens, tout a changé. J'ai dû m'adapter. Déjà, même au quotidien, avec les moyens de transport, dans mes approches avec les gens. La petite histoire, en fait, moi, puisque j'étais en start-up, j'étais en fintech, donc pour moi, c'était un peu plus décontracté. J'allais souvent en jean. Et quand je rentrais, j'avais un lot de polos, parce que j'aimais bien les polos à l'époque. J'avais pas encore grossi. Donc, j'avais tout un lot de polos de toutes couleurs, et puis bon, avec des baskets. Donc, j'allais au travail comme ça. Et souvent, je faisais les diligences à l'extérieur dans les services, comme ça. Donc, un jean polo, basket. Sauf que pour système d'administration, ça le fait pas. Donc, souvent, quand j'arrivais, bon, les vigiles me regardaient, et un peu comme ça, me prenaient un peu de haut. Et puis jusqu'à ce que je comprenne que la tenue était importante. La tenue était importante. Donc, une fois que je vais dans une administration, bon, moi, je suis là, je demande, je me renseigne. Bon, à peine si on m'écoute, il y a quelqu'un qui vient après moi qui est vraiment bien, 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 bien fringué, là. Mais lui, quand il arrive, franchement, ils sont assez petits soins. Et je me suis dit, mais écoute, si je veux vraiment m'intégrer, il faut que je m'adapte. Donc, j'ai commencé à remplacer les jeans par des tuniques et puis par des chemises un peu plus responsable en griffe. Il y a eu ça, il y a eu vraiment s'adapter au contexte local, même dans la manière aussi, dans les approches, dans la manière de travailler. Parce que souvent, on vient avec des envies de standards. Je me souviens que j'ai livré un travail une fois et puis on m'a dit non, il faut pas faire les choses des grandes banques là, il faut faire des choses simples. Mais c'est là qu'il faut vraiment être patient et puis continuer la sensibilisation parce que ce qu'on appelle en fait dans le jargon des choses de grandes banques, ce sont les standards, ce sont les normes. Et donc tôt ou tard, on va y revenir quoi. Forcément, vous serez obligé de revenir à ces choses de grandes banques. Donc, ça m'a demandé aussi d'être patient et puis de me mettre à niveau. Mais au bout de 3 ans et 4 mois, tu décides de partir pour Entreprendre. Alors, c'est intéressant, tu nous avais expliqué qu'en France, justement, quand tu étais chez BNP, tu avais cet appel-là, mais aussi ce besoin de te sentir utile et plus forcément venir à un bureau, donc un appel pour le fait d'entreprendre. Là, en quelque sorte, dans une start-up, moi, j'ai fait 7-8 ans, ça fait même plus de 10 ans que je travaille dans des start-up. Des fois, qu'on arrive souvent comme premier dans une discipline, etc., on entreprend avec les créateurs. Donc, on remplit en partie ce besoin d'entreprendre. Quel besoin supplémentaire tu as besoin de remplir pour entreprendre totalement à ton niveau? En fait, au début, quand je rejoins la fintech, il y a à la fois ce besoin personnel de reconnaissance, d'entreprendre, mais il y a aussi en fait un autre besoin en fait d'être utile. Donc il y a la question d'utilité. Et donc l'autre élément aussi qui est important que je prends en compte, c'est vraiment le cadre, l'environnement de travail, parce que je me dis si on accepte de ne pas de perdre des gros salaires, c'est parce qu'on veut rattraper ça dans le cadre de travail, dans l'environnement de travail. Donc c'est vraiment des indicateurs qui sont importants. Donc, quand je fais 3 ans, 4 mois, et puis je me dis que bon, je n'ai plus ces choses-là, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la possibilité en fait de voir ailleurs, quoi. Et plutôt que d'être dans quelque chose où je vais me plaindre, je vais attendre, parce que c'est justement ça en fait. Je me dis que au stade où je suis, il faut pas que professionnellement, je demande trop aux autres. Il y a des choses que je peux mettre en place, il y a des choses que je peux faire. Donc, si le cadre de vie, le cadre de travail dans lequel je suis ne m'est pas favorable, il faut mieux que je le crée. Donc, après 3 ans, je pense que j'avais besoin d'autre chose. Oui, c'est marrant, je me reconnais un peu en toi. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu à quitter un emploi, c'est soit parce que je voulais plus en termes de responsabilité, ou soit parce que en termes de vision, ça fonctionnait pas forcément, ou j'étais plus alignée. Et je me rendais compte que j'avais des attentes qui étaient beaucoup plus, et on m'a fait comprendre que j'avais des attentes qui étaient beaucoup plus que la plupart des salariés n'ont pas besoin d'avoir autant de responsabilités, de comprendre autant dans quelle direction on va dans l'entreprise. Surtout ça, comprendre autant dans quel et être aligné et vraiment comprendre où va l'entreprise, quoi. Et être consulté, par exemple. Au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais il faut que j'entreprenne pour moi-même». Enfin, je serai jamais comblée à ce niveau.
soit créer une entreprise ou autant devenir freelance. Au moins, maintenant, c'est ma propre vision, c'est moi qui vois dans quel sens je vais. C'est pas évident, mais à un moment, tu te dis, bah, mais c'est normal, c'est pas ma boîte. Soit tu te le dis, soit tu le comprends, ou soit en fait on te le fait comprendre. Parce que c'est clair que tu ne peux pas demander. C'est le salarié en lui-même qui est comme ça. Donc il y a quelqu'un qui donne son intelligence et puis en retour on lui donne un salaire. Donc il ne faut pas trop attendre. Et donc toi qui connais un peu l'environnement des startups, je pense que ce qui fait qu'on reste, c'est vraiment qu'on est aligné sur la vision, on sait où on va. Quand ces choses-là ne sont plus, ça veut dire qu'il y a vraiment un moment où il faut aller créer son bonheur, quoi. Enfin, faut prendre son courage à deux mains parce que c'est pas facile. Hein. Moi, je me suis toujours dit que je vais pas forcément créer une start-up. Enfin, j'ai travaillé trop près des fondateurs pour savoir quelle réalité c'était. Bah, à un moment, prends ton courage à deux mains pour créer ta vision et pour créer ce qui te convient vraiment. C'est ça. Mais je pense que même les fondateurs de startups, puisque moi aujourd'hui j'en discute avec beaucoup, ce qu'ils respectent, c'est vraiment ceux qui entreprennent. C'est-à-dire que si tu prends le temps d'observer des startupeurs, des fondateurs, le respect qu'ils ont pour des gens qui entreprennent, même s'ils n'entreprennent pas grand-chose, il est totalement différent d'un salarié parce que ils savent que ça demande du courage et ça demande de l'audace. Se lever un matin pour dire que moi j'entreprends, il n'y a pas sur 8 milliards d'habitants, il n'y a pas beaucoup qui font ça. Il y a aussi le cadre de travail. Aujourd'hui, on a une génération, et c'est un sujet en fait qui me tient à cœur, souvent j'en parle sur LinkedIn, on a une génération qui n'est pas tant portée sur le salaire, en fait, sur la fin du mois. C'est vraiment l'environnement. Vous savez, quand vous levez le matin, est-ce que vous avez la boule au ventre? Est-ce que vous êtes vraiment heureux de partir, de franchir le pas, de franchir la porte? Est-ce que les one-to-one ne vous font pas peur? Parce que bon, c'est sans tête ni queue. Est-ce que vous avez l'impression que celui qui vous lead, est-ce que vous l'admirez? Parce que c'est important aussi que vous trouviez en fait de l'admiration dans celui qui est au-dessus de vous. Un salarié qui n'a pas d'admiration pour son supérieur, il aura du mal à carburer. Voilà, parce que ça n'a aucun intérêt de travailler avec quelqu'un qui ne vous épate pas. Vous savez, c'est tellement intéressant quand vous avez un N plus 1, N plus 2 qui vous épate. Voilà, quand vous le voyez, waouh, parce qu'il vous challenge, il vous amène loin. Ces choses-là, quand vous ne les retrouvez pas, ça veut dire que c'est des indicateurs. Il faut vraiment que vous vous lanciez à votre propre compte. Après, on pourra en parler, mais il y a un respect pour ceux qui se lancent. Et même les start-upers, les CEO, les CTO, les founders, ce respect-là, ils ne peuvent pas le cacher. Ils ne peuvent pas le cacher parce que sortir des sentiers battus, ça demande beaucoup de courage. Ah, c'est pas du tout une critique pour les salariés. Au contraire, moi, ce que j'admire, c'est la constance, le fait de pouvoir rester de nombreuses années, je sais pas comment ils font, dans une entreprise avec toutes les difficultés qu'il peut aussi y avoir à côté. Je trouve que c'est une chance pour ceux qui arrivent à s'en contenter et qui arrivent à avancer dans ça. Mais du coup, voilà, je pense que pour les personnes qui se posent des questions et qui ont du mal justement avec les contraintes du salariat, il y a d'autres risques à prendre. Quelle est l'évolution à date de Izaka? Déjà, on a une très bonne évolution à date. Donc, on a commencé en août. Là, on est début, disons, octobre-novembre. On est à plus d'une dizaine de fintech, de promoteurs accompagnés. On a plusieurs missions. À titre personnel, j'ai été dans des panels, dans des conférences. J'ai beaucoup d'interventions. Et puis, on a l'idée au départ, c'était vraiment dans ce premier semestre de positionner Izaka comme le cabinet référence en matière d'accompagnement des fintech sur les sujets des risques de conformité, de DCP. On est en train de réaliser vraiment cet objectif-là, en train de l'accomplir. Donc ça se passe très bien. On a énormément de fintech qui nous sollicitent, qui nous demandent. On est en train de tout bien structurer pour pouvoir répondre aux besoins parce que l'idée pour nous, c'est de pouvoir apporter des conseils, de l'assistance et de l'accompagnement sur mesure. On ne veut pas bâcler les choses, on veut vraiment mettre de la rigueur et du sérieux. Donc, on est en train de tout structurer et puis ça va. Je ne peux pas me plaindre. On a une très bonne marge de progression. Ok, génial. Là, aujourd'hui, du coup, tu travailles seul ou j'imagine pour gérer des clients, tu as une petite équipe déjà? Je suis le seul à plein temps. Après, pour des missions, je sollicite ponctuellement des expertises. Donc, je travaille avec d'autres personnes. Parce que l'idée pour moi, c'est vraiment d'associer aussi de l'expertise. Donc, ça va être que pour des clients qui sont hors de Côte d'Ivoire, donc j'ai de l'expertise en fait en local dans un pays membre de l'UEMOA. Je me fais aider sur des sujets et puis je délègue énormément. Donc, il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas vraiment envie de passer des heures.
Donc, je délègue quand on a une mission, par exemple, qui nécessite qu'on soit à plusieurs. Voilà, je me fais accompagner. Mais à plein temps, aujourd'hui, l'unique personne, c'est moi. Sachant que nos clients, ils sont à la fois en Côte d'Ivoire, ils sont aussi dans la sous-région. On a aussi de la diaspora, donc voilà, j'hésite pas à solliciter du renfort et puis de l'aide. Ok, génial. Bon, bah, c'est que ça se passe vraiment très très bien. Et quelle est ton ambition avec Isaka pour les prochaines années? L'ambition principale pour ces prochaines années, c'est de faire d'Isaka une référence dans la zone UEMOA. Et puis, à l'horizon 2 ans, 3 ans, attaquer d'autres zones économiques, d'autres zones monétaires. L'idée, c'est qu'on puisse couvrir la zone CEMAC, la zone australe. Voilà. C'est vraiment d'adresser tous ces secteurs-là. Donc, c'est vraiment ça. Dans 2 ans, être une référence sur la zone UEMOA. Dans 3 ans, être une référence sur la zone CEMAC et puis à toucher les zones australes d'Afrique. Oui, d'abord, c'est être la référence. Donc, tu commences par l'Afrique francophone, après l'Afrique anglophone, et demain, être la référence africaine. Ah, génial. Franchement, un super positionnement et hâte de voir l'évolution. C'est super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Du coup, là, on va passer sur une partie plus prise de recul, même par rapport à tes finances depuis ton installation à Abidjan. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le budget moyen mensuel avec lequel vous vivez? Donc, vous êtes 2 adultes et 2 enfants. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est 2 adultes, 2 enfants. Au début, quand on est rentré, on était 2 adultes et on avait nos économies. Donc on avait un train de vie qui tenait compte de cette réalité de l'époque. Donc moi, quand je suis rentré, j'étais tellement plongé dans la mission. J'étais vraiment dans ce côté inclusion financière, dans ce côté le repas qui rentre pour aider sa terre natale. J'ai pris un salaire, j'ai accepté un salaire qui faisait au moins 40% de moins que celui que j'avais en Europe parce que j'étais vraiment focus sur le projet. Mais quand on convertissait en francs CFA, notre budget, alimentation, loyer, facture, charges, carburant, on tournait autour facilement du million, quoi. Donc, c'est environ 1500 euros quand tu payes le loyer parce que je voulais quand même que ma famille soit bien installée puisque mon épouse, c'était sa première fois d'arriver dans un pays africain. Et puis, je me disais que si demain, on a des enfants qui puissent quand même être proches de certaines commodités en termes d'école, en termes de surface, donc on est resté dans un quartier où le loyer quand même a un prix assez conséquent. Donc, le loyer, les factures d'électricité, d'eau, la nourriture, ça nous a fait tourner autour de 1500 euros. Je pense que c'est raisonnable parce que moi, alors, je l'ai calculé il y a pas longtemps. Je crois qu'on est quand même à beaucoup plus que vous, hein. Ouais, on est plus autour des 2 millions. Ça monte très, très vite. C'est vrai, on n'est pas loin du 2 millions. On n'est pas loin du 2 millions parce que quand tu mets, Donc, c'est 3 000 euros, hein. là, c'était au début, mais aujourd'hui, j'ai ma première fille qui est en maternelle, qui est en toute petite session. Tu as ses frais de cantine, tu as ses frais de maternelle. Tu ajoutes d'autres choses qui sont indexées, par exemple la box télé, la fibre optique, tout ça. On n'est pas très loin de ces montants-là. Et ça, juste pour les gens qui nous écoutent et qui veulent s'installer en famille ici à Abidjan, sachez que c'est raisonnable. Enfin, on fait pas de folie, hein. Ah non, 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 qu'ils soient rassurés, c'est pas la folie des grandeurs, hein, c'est pas la folie des grandeurs. On n'est pas en train de vivre comme des pachas. Non, non, Pas du tout, hein. c'est le minimum basique. C'est le minimum basique. On n'est pas en train de faire de la surenchère. Non, c'est basique parce que si tu prends un loyer, un loyer qui est entre 350 000, 380 000 francs, donc ça fait combien en euros là? 450 euros, 500 euros, je ne sais plus. Quand tu prends ça, tu ajoutes aux factures, sachant qu'il y a eu des augmentations d'électricité, donc de 10%, de 10%. Quand j'étais salarié et que je devais aller, par exemple, au travail, il y avait le carburant, donc l'essence, il y avait le péage. Ah oui, les fameux 500, 500 à chaque fois. 500, 500. Il y avait aussi le déjeuner. À midi, il faut manger. Dans certaines zones, ce n'est pas moins de 2000 francs. Donc, si par exemple, vous êtes à 4, 5 euros, quand vous le faites multiplier par 5, ça fait quand même un petit budget. Vous avez tous les frais de loisirs parce que bon, vous voulez vous faire plaisir, aller faire un concert, vous voulez aller regarder un match de football. Ça monte très vite. Maintenant, si de temps en autre, vous voulez rendre visite à la famille, parce qu'il y a aussi ce regard-là. Voilà, vous étiez en Europe, vous rentrez, les gens, ils s'en fichent hein, que vous soyez avec eux, mais il y a toujours ce regard de non, c'est le Benguis qui est rentré. Donc, il faut tenir compte de ce contexte-là africain, ivoirien. Donc, quand vous faites votre budget mensuel, il n'est pas loin des 3 000 euros. Ouais, c'est ça, exactement.
En fait, je disais que c'était pas quelque chose de luxueux ou voilà, c'est qu'on est quand même en vie de manière normale. Mais c'est quand on dit que la vie est chère, c'est une réalité, hein. C'est pas du tout, vous voulez être un minimum de confort, donc être quand même dans des appartements qui sont assez spacieux, dans des quartiers, qui sont, voilà, assez, proches des axes centraux. Mais on va dire que c'est un minimum par rapport à nos critères. Mais voilà, c'est quand on dit que la vie est chère, c'est une réalité. C'est pour ça que du coup, moi, je fais la pub de la newsletter. Si vous, du coup, vous voulez avoir plus d'infos plus concrètes, moi, je partage les chiffres, pour ma famille et du coup, ça se passe au niveau de la newsletter et ça permet de concrétiser un peu le départ et avec des chiffres qu'on a du mal à trouver autrement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Exactement. Et je recommande la newsletter d'Elodie parce que souvent on a cette forte envie de rentrer, mais on n'a pas des chiffres réels. Le fait qu'on ait quelqu'un qui documente dans une newsletter, qui donne des informations pertinentes avec chiffré, parce que c'est toujours bon d'avoir cette envie, mais c'est bon aussi de la confronter à la réalité. Voilà, combien ça me coûte, combien il faudra que je dépense en termes de budget. Donc c'est très très important. Voilà, sachant que là c'est le budget mensuel, mais on a aussi le budget d'installation. Est-ce que c'est plus ou moins par rapport à ta vie, que tu avais en France avec ta femme? Je dirais c'est plus à Abidjan, puisque en termes de revenus, je touchais moins quand j'étais salarié, et donc mes revenus ont baissé. Donc et la vie, elle, par contre, a continué à grimper. Donc c'était plus. Et est-ce que, en termes de pouvoir d'achat, toi et ta femme, vous vous sentez, à l'aise aujourd'hui à Abidjan? En fait, le pouvoir d'achat, il s'équilibre. Je peux m'offrir ce dont j'ai besoin de temps à autre. J'ai une vie normale, donc j'arrive à m'offrir normalement une vie que je veux. Quand on veut partir en vacances, on s'organise et puis on arrive à partir. Donc ça va. Franchement, je ne vais pas être ingrat vis-à-vis de la vie, mais bon, ça va, ça va. On arrive quand même à pouvoir avoir une vie normale. Et en termes de ressources, est-ce que du coup, tu as Izaka et tu as d'autres, sources de revenus ou Izaka seulement te suffit? Quand j'étais salarié, j'avais des side business à côté parce que ça me permettait de pouvoir me challenger au travail et de pouvoir ne pas avoir toujours la tête dans les mêmes choses. Donc j'avais des business à côté et c'était dans des domaines vraiment qui me passionnent. Donc j'ai investi un peu, bon, je me jouais en fait à l'époque, je me joue toujours en fait les business angels, je sais pas, parce que j'ai toujours rêvé en fait, il y a parmi les gens qui me boostent, qui me fascinent, il y a des gens Xavier Niel, des gens qui investissent des millions dans des startups, dans des business. C'est vraiment, je pense que dans mes vieux jours, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, je prenais un peu d'argent et je mettais dans des business. Donc, je passais à l'époque par des plateformes et tout. Et puis, même à Abidjan aussi, quand j'ai un ami, j'ai une connaissance qui a un business dans la restauration et tout ça, on essayait d'investir. Tout n'a pas toujours marché, mais ça m'a permis d'apprendre. Et puis, à côté, l'un des business dans lesquels, quand même, ma chérie et moi, on a investi, c'est dans l'immobilier. Donc, on s'est permis d'acheter quand même quelques terrains, pouvoir faire les documents et puis prendre le temps de pouvoir au moins avoir un patrimoine immobilier. Donc, il y a ça. J'ai investi aussi en bourse dans des comptes titres. Et ça, j'avoue que ça m'a vraiment aidé. Quand j'ai démissionné, il y a eu une période de flottement et mes investissements en bourse sur des comptes titres m'ont permis de pouvoir tenir, de pouvoir tenir. Donc, c'est vraiment ce que je faisais. Et puis aujourd'hui, je suis à 95% sur Isaka, donc c'est ma principale source de revenus. À côté, il y a les anciens investissements courent toujours, voilà, mais Isaka, c'est ma principale source de revenus. OK, c'est très positif, c'est qu'effectivement, on peut vivre d'une activité indépendante, quoi et donc ça, c'est très positif. Je l'expérimente moi aussi et c'est super. Côté administratif, donc plus au niveau de ton installation, niveau logement, explique-nous comment ça s'est passé pour la recherche du logement? Pour la recherche du logement, quand j'ai eu mon contrat avec Jamo, j'ai sollicité donc mon petit frère qui était à Abidjan et il a commencé à démarcher. Donc il m'envoyait, il faisait des visites, il m'envoyait des vidéos via WhatsApp et donc moi je regardais et puis on prélistait. Donc on mettait de côté celles qui correspondaient à ce qu'on cherchait. Et donc, je suis rentré et j'ai fait 2 semaines chez ma grande sœur. Donc, pendant ces 2 semaines-là, je sortais, je visitais les appartements, les appartements. Donc, c'est comme ça que je me suis pris. Donc, on a pris listé avant que je n'arrive. Et puis, entre le 22 et je crois, le 5 avril 2021, on a pu trouver un appartement là où nous sommes. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est au niveau de la recherche du logement. Pour les formalités administratives, bon, c'était pareil.
Mais déjà quand on cherchait ici, il fallait d'abord libérer l'appartement au niveau de la France. Donc, on a commencé aussi à libérer nos affaires et puis pouvoir en fait résilier le bail et tout ça. Et quand on est arrivé, ça a été pareil. Donc, moi, j'étais déjà à Abidjan. Je faisais les visites dans les appartements que mon petit frère avait prélistés. Et puis, je faisais des vidéos aussi pour que ma chérie puisse voir, voilà, pour qu'elle donne son avis et qu'elle donne son point de vue. On a commencé à faire toutes les formalités d'électricité, d'eau, la box TV, la fibre, voilà. Ça a vraiment pris 1 à 2 semaines également. Donc, en tout et pour tout, un mois, 2 semaines, quoi. Du coup, c'est vrai que vous étiez locataire en France. Donc, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez dû, c'est ta femme qui était sur place qui a dû tout vendre? Est-ce que vous avez fait venir des affaires en fret? On a commencé ensemble, on a commencé début mars à tout vendre, donc à vendre vraiment le gros mobilier, à vendre la voiture. Et puis pour les petites affaires, vu que moi je suis arrivé 1 mois avant elle, donc elle s'en est occupée, mais on a tout vendu. Ce avec quoi nous sommes venus, c'était le réfrigérateur. Donc comme je te l'ai dit, moi je tenais à mon réfrigérateur. On l'avait vraiment acheté, on le voulait ce réfrigérateur, donc on est arrivé. On a fait venir par bateau. Et puis pour les autres affaires, on a des amis qui sont dans le domaine du colis, du fret, donc ils nous ont fait venir par avion. Voilà, mais c'est comme ça qu'on a procédé. Et moi, une fois ici, il fallait aussi m'occuper voilà, de certains électroménagers. Donc je suis allé acheter par exemple les climatiseurs parce que la maison, elle m'a été livrée sans climatisation. Donc il fallait que je mette la climatisation. C'est quelque chose, l'installation de climatiseur, hein. Franchement, c'est des gros travaux, hein. Ah, c'est des gros travaux. Et la bonne nouvelle, c'est que je me suis fait des amis parce qu'il fallait d'abord aller trouver le bon climatiseur, celui qui est adapté. Il fallait d'abord trouver le technicien. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours proche de ce technicien-là et puis de ce vendeur. Donc, il fallait faire ça. Et puis, il fallait aussi la gazinière, la cuisinière. Voilà. On a fait venir certains éléments de France, mais on a acheté aussi pas mal d'éléments sur place. Et niveau santé, as-tu pris, une mutuelle, locale? Ou c'est peut-être Jamo qui t'en avait offert une et Oui, 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 oui. Quand je suis entré au début, la mutuelle Diamo, elle a commencé avec nous quasiment. Donc, on a pris une première mutuelle, ensuite une deuxième et puis une troisième. Donc, j'avais cette mutuelle-là, j'avais cette mutuelle. Et puis bon, on a fonctionné avec. Et quand j'ai démissionné, je me suis pris une mutuelle à côté. d'accord, et tu as dû prendre aussi, j'imagine, une mutuelle ou c'était peut-être compris une mutuelle pour la famille? Celle on avait quand on était salarié, elle comprenait la famille. Donc, il y avait le salarié, le collaborateur et ses ayants droit, donc son épouse mariée et puis ses enfants. Donc, ma femme et mes enfants et ma fille à l'époque, mes enfants étaient sur cette assurance. Et puis, pareil aussi quand je démissionne. Donc, c'est vraiment une mutuelle en fait qui couvrait les membres de la famille. Et tu es le 1er, ripat, mais qui est d'origine, ivoirienne que j'interviewe. J'imagine que tu dois avoir une connaissance des frais de santé locales? Les frais d'accès, waouh. Aller à l'hôpital, aller au CHU, au CHU, comme on dit, ça va. Mais passer un certain niveau, si vous voulez, par exemple, si vous êtes hospitalisé, si vous avez des accouchements à faire, le prix commence à monter. De sorte que si vous n'avez pas d'assurance, ça devient très, très compliqué. Donc, si vous allez aussi en clinique, donc des cliniques privées, le prix grimpe facilement. Et sans assurance, c'est vrai que vous allez voir la différence. Et la santé coûte extrêmement cher en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas d'assurance, vous ne pouvez pas vous offrir un certain luxe. Donc, d'où l'intérêt vraiment des assurances. Voilà, malheureusement, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Je pense qu'aujourd'hui, avec la CMU qui est en train, je touche du bois, qui est en train de se mettre en place. J'espère elle va vraiment se mettre bien en place. Mais sans mutuelle, sans accompagnement, sans assurance, c'est très, très compliqué de se soigner, de vraiment se soigner. Parce que pour un accouchement, nous, quand on a accouché de notre dernière fille, sans assurance, ça va être compliqué. J'imagine même pas plusieurs parents dans la situation parce que on est rentré, on a mis quasiment une journée. Donc, une journée, il faut avoir un lit, il faut avoir le personnel adéquat à disposition. S'il y a lieu de faire une péridurale, il faut faire la péridurale. Si jamais vous devez faire une césarienne, il faut payer ce qu'il faut pour la césarienne. Quand vous sortez, il y a des médicaments à prendre. Le lit d'hôpital, l'hospitalisation, il faut... Ah non, non, si vous n'avez pas d'assurance, c'est énorme. Donc la santé vraiment coûte. Et du coup, j'en profite pour te poser la question.
Parce que peut-être que tu sais, est-ce que du coup, pour qu'on va coucher à Abidjan, j'ai entendu dire que constamment, par rapport au coût, ils faisaient des césariennes aux femmes. Est-ce que tu sais que c'est quelque chose qui est encore systématique? J'ai entendu ça, nous, on ne l'a pas vécu. Après, je vais pas vraiment exagérer, mais peut-être que là où on était, ce n'était pas vraiment la pratique de la maison. Dans la clinique où on était, on ne nous a pas proposé systématiquement la césarienne. Ils ont patienté pour faire un accouchement par voie basse, ils ont patienté, patienté. Et c'était pas vraiment la première option. C'était pas vraiment la première option. Après, c'est des choses que j'ai entendues. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont pratiquées. Mais bon, on ne l'a pas expérimenté. Et c'est pas indiscret, c'est quelle clinique? Parce que, en fait, je te pose la question parce que si ça peut éviter à des femmes qui nous entendent, qui peut-être prévoient d'accoucher, d'avoir un autre enfant à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, et ne pas avoir à faire un déplacement dans le pays d'où elles viennent, en Occident, c'est quand même plus intéressant d'accoucher localement. C'est surtout elles ont l'assurance. Si elles ont l'assurance, nous, on a été pris en charge à la clinique Farah, à Makori. Donc, on a été pris en charge à la polyclinique Farah pendant toute la grossesse. Je peux même citer le nom du docteur Abbé, gynécologue, voilà, qui a été là. Il y avait un autre aussi, franchement, ce monsieur était aussi adorable, celui qui nous a accompagnés pour l'anesthésie. C'était un professeur aussi. Mais vraiment, ils étaient là, les sages-femmes, les dames de la maternité. Franchement, on a été vraiment pris. Quand on est sorti de la maternité, tout était nickel. Donc, on a vraiment été pris en charge. Après, comme je le disais, quand vous n'avez pas d'assurance, c'est vrai que vous payez plein pot et c'est un peu coûteux. Donc, avec l'assurance, si vous pouvez, vous avez une bonne assurance, n'hésitez pas à vous rendre vraiment dans ces cliniques-là. Donc, nous, on était à la clinique Farah et puis on avait un gynécologue qui était adorable. Ok, génial. Bah, merci pour le partage, Régis, encore une fois. Et niveau identité, donc toi, t'es ivoirien, mais est-ce qu'il y a des démarches à faire pour la famille, pour les enfants, pour ta femme? Oui, oui, il y a eu des démarches. Il fallait les formalités de titre de séjour. On est passé à la sûreté pour faire ces formalités. Pour les enfants également, donc dans un premier temps, et puis après on a fait les inscriptions au niveau du consulat pour la famille. Pour ceux qui ont quand même la nationalité française ou une nationalité européenne, il ne faut pas hésiter à aller dans le consulat de son pays d'origine pour faire toutes les formalités. Ça permet aussi quand même de couvrir certains aspects, voilà, d'être identifié et puis inscrit sur la liste consulaire. Donc, il y a ces formalités. Et puis, donc, je disais, on a fait les formalités au niveau de... Puisque madame est venue, elle est repartie. Donc, dans un premier temps, il y avait un titre de séjour ivoirien qu'on avait pris. Quand vous restez longtemps, il ne faut pas hésiter aussi à faire une carte de résident. Et du coup, on arrive un peu à la fin. Lorsque tu vois ta vie et celle que tu avais en France, donc où tu as été étudiant, où tu as dû recommencer parce que tu t'as fait ton master en compliance à Strasbourg, du coup, tu as compris que c'était ça qui te plaisait vraiment, où tu as eu des premières expériences, notamment à la BNP, à Arkea, et où tu t'es senti que, OK, maintenant, il fallait que tu aies des actions plus utiles et que tu te retrouves davantage, et où du coup, tu as eu finalement l'opportunité de Jamo qui s'est présentée. Et quand tu vois ça et quand tu vois où tu en es aujourd'hui avec Isaka, que te dis-tu? Je me dis bravo, bravo bonhomme, bravo bonhomme, parce que tu as vraiment fait du chemin. C'était pas évident, c'était pas du tout évident. Quand on a fini le master à Strasbourg, notre promotion était baptisée du nom de l'ancien directeur de l'Agence française anticorruption. On avait une très belle promotion. Et puis, je me dis à un moment donné, j'ai envie d'expérimenter autre chose, j'ai envie de plus de reconnaissance, d'apporter plus. Je vois aujourd'hui où j'en suis. Je me dis, mais c'était vraiment le bon moment et c'était la chose à faire. Je me dis félicitations. Souvent, je prends le temps de me féliciter, même si tout n'a pas été facile, mais je me dis que j'ai eu vraiment l'audace de foncer, j'ai eu l'audace d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment à féliciter parce que très peu l'ont réalisé, très peu n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, très peu ont baissé les bras en cours de route parce que il faut le dire, c'est pas évident. C'est pas évident quand vous rentrez, même s'il n'y a pas de difficultés professionnelles, ça peut être des difficultés familiales, ça peut être des difficultés personnelles. C'est pas évident. C'est pas évident. J'en connais qui sont venus et qui sont retournés 6 mois après. J'en connais qui sont rentrés. Ça n'a pas été évident. Il y a eu un choc, mais émotionnel, pas possible. Et donc, quand je me dis qu'aujourd'hui, quand même, je suis encore là, je suis sur mes deux pieds, je me dis félicitations et puis bravo, bravo à ma chérie qui a été là, qui m'a soutenu pendant toute cette période-là. C'était pas évident pour elle.
mais elle est restée à mes côtés. Et puis, elle m'a toujours dit, même quand j'ai démissionné, quand c'était compliqué, quand ça n'allait pas, elle me dit non, il faut, vas-y, je suis avec toi, vas-y, on va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est vraiment beaucoup de reconnaissance et beaucoup de félicitations pour ma propre personne. Parce que je pense que j'ai vraiment réussi quelque chose. C'est pas évident, mais je pense que quand on parle des compliance officers, quand même, s'il y a 30 personnes, je pense que je suis quand même parmi ces 30 personnes-là. Puis, je suis en train de construire quelque chose qui va servir pour les générations futures. Donc, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je suis toujours attaché à la France, mais le regard, il est différent parce que ce que je recherchais quand j'entrais, ou ce dont j'avais besoin, c'était cette reconnaissance-là. Aujourd'hui, sans aucune forme d'arrogance, hein, mais je pense que les gens me regardent autrement. C'est-à-dire qu'il y a du respect, il y a du respect. Et ça, c'est important pour un homme, qu'on ne te voit pas comme ça, mais qu'on puisse dire, mais dans ce domaine, ce monsieur, quand même, il sait de quoi il parle, il peut être utile dans ce domaine, et ici qu'on est. Donc, cette reconnaissance de mon expertise, j'avais besoin, parce que j'avais l'expertise, mais je n'avais pas la reconnaissance. Aujourd'hui, la reconnaissance, elle est là, et l'expertise est avérée. Donc, je suis fier du parcours que j'ai réalisé, et je suis fier du chemin que je suis en train d'emprunter, parce que je suis confiant que demain sera encore beau. Donc, si c'était à refaire, je l'aurais refait mieux, parce que, comme je le dis, dans tous les cas, il fallait le faire. Et puis, quand tu le fais, tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Moi, quand je suis rentré, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui me posent des questions. Mais comment ça va? Comment ça se passe? Est-ce que tu n'appréhendes pas? Est-ce que... Mais chaque fois que je le dis, mais même quand j'appréhende, mais je suis certain que rentrer en 2021, c'était le bon temps. C'était le timing. Voilà, c'était le timing. C'était le bon moment pour rentrer. Et donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, il ne faut pas hésiter. Et je suis fier de moi. Bah écoute, moi aussi je suis fière de toi. C'est effectivement un très beau parcours. Comme tu dis, c'est bien de se féliciter et de pas forcément attendre. Ça, c'est aussi très important, surtout quand tu veux devenir entrepreneur ou indépendant. Apprendre à te féliciter en premier, à être le premier à valoriser ton propre travail. Parce que si tu attends que les autres valorisent ton travail ou tu attends de la validation externe, bah, ça peut être aussi une des causes de ton échec. Moi, c'est une des choses que m'a appris aussi à être entreprendre. C'est essentiel pour pouvoir avancer, même quand c'est difficile. Et du coup, ce podcast, il est pour apporter des réponses, bah, comme tu le sais, hein, à des personnes qui projettent un départ, mais qui peuvent être craintives, comme tes proches, qui peuvent avoir ces craintes-là et des doutes encore. As-tu un mot de la fin à leur partager? Je pense que pour toutes ces personnes qui se posent des questions, qui se demandent, mais est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en France? Je reste en Italie? Bon, est-ce que... Je le dis même, en fait, il faut se lancer. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer parce que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est vraiment la réussite. Donc, si vous réussissez, vous êtes un pionnier. Si vous échouez, il y aura tellement de matière à apprendre que dans ce cas-là, vous aurez quand même appris de vos échecs. Et je pense que quelqu'un me disait une fois, en 2013, quand j'ai eu la bourse d'études pour aller étudier en France, je suis venu voir la personne pour dire, écoute monsieur, non, non, je ne veux plus aller en France, remettez-moi ma bourse d'études en espèces et je vais me faire des affaires, je vais faire des affaires. Le monsieur m'a regardé, il m'a dit, mais jeune homme, on ne regrette que ce qu'on n'a pas fait. Et aujourd'hui, je ne sais même pas quand je le vois, je suis tellement reconnaissant parce que ma vie n'aurait pas été pareille si je n'avais pas saisi cette opportunité-là. Donc, si vous ne le faites pas, vous allez regretter. Si vous ne franchissez pas le pas, si vous ne vous lancez pas, je pense que c'est le bon moment. Et si depuis un moment, vous avez vraiment cette pensée qui grandit en vous, qui vous dit, mais il faut que vous rentrez, il faut que vous reveniez, il faut vraiment que vous soyez un répate, ça veut dire que c'est le bon moment. Si vous échouez, vous aurez des choses à apprendre et des choses à expliquer aux autres. Voilà. Donc, c'est vraiment ce mot-là que je tenais à leur donner. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à apporter et qu'il faut se bouger et il faut aller. Voilà, il faut aller. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Inspirez-vous de leurs échecs, inspirez-vous de leur parcours, de leurs succès et n'hésitez pas à vous lancer. Super, c'est un très, très beau mot de la fin. Régis, un grand merci. Tu as été, très généreux tout au long de l'interview, que ce soit au début, tu nous as quand même partagé les difficultés personnelles que tu as eu à rencontrer avec ta femme, pas mal aussi d'informations très précises, chiffrées sur où tu en étais, à différents moments de ton parcours, aussi des échecs que tu as eu, des déceptions, en tout cas, frustrations que tu as eu à vivre. C'était très riche. Je suis convaincue que ça va aider et que ça va compléter déjà ce que les auditeurs et auditrices ont pu découvrir avec les autres invités.
J'étais convaincue qu'il fallait que... Moi, je suis beaucoup mon instinct. J'étais convaincue qu'il fallait que je fasse cette interview. J'ai fait un excellent choix, mais je suis sûre qu'il y aura des personnes qui auront sûrement des questions pour toi. Bon, ton réseau de prédilection, je sais que c'est LinkedIn. Est-ce que c'est bien là qu'il faut qu'elles te contactent? C'est ça, c'est mon réseau de prédilection. Donc, elles peuvent me contacter sur LinkedIn et puis je suis disponible. Mais ça m'a fait plaisir aussi d'échanger avec toi. C'est vraiment, c'est une belle occasion, c'est une belle tribune. Et puis, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger, à répondre aux questions. C'était plus une causerie que tout. Voilà, j'ai appris beaucoup et puis c'était très convivial. Donc, c'est moi qui te dis merci. Merci beaucoup, Régis. Et nous, on se dit à bientôt. À bientôt, à bientôt. Merci beaucoup, Elodie, et à très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fin d'épisode, je te partage la petite to-do. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse-nous un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutien. Partage le podcast autour de toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.